Cette hebdo-édition du dimanche 1er mars 2026. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Affaire Anissé et Canet, le rapport de l'enquête ouverte à l'inspection générale de la gendarmerie nationale en même temps que l'autopsie médico-légale sur sa dépouille conclut à une mort naturelle. C'est le contenu d'un communiqué de presse du ministère de la Défense rendu public le 24 février 2026. D'ailleurs, le jour avant la publication de ce communiqué, c'est-à-dire le lundi 23 février, le commissaire du gouvernement a ordonné la levée des scellés sur sa dépouille. 3 mois après le décès du leader du Manidem, le 1er décembre, son corps est mis à la disposition de la famille. Cependant, ce sont les conclusions de l'enquête qui font parler. Mort naturelle, beaucoup ont du mal à y croire. Et à l'invitation du président de la République, Paul Biya, le pape Léon XIV, dans le cadre de son premier voyage en qualité de chef d'État sur le continent africain, effectue du 15 au 18 avril prochain une visite apostolique au Cameroun. Le Saint-Père séjournera respectivement à Yaoundé, à Bamenda et puis à Douala. L'annonce faite suscite de nombreuses réactions. Alors que les chrétiens voient en cette visite une bénédiction, des militants de l'opposition notamment, eux, y sont fortement opposés, craignant une instrumentalisation de Yaoundé. Beaucoup accusent le pape d'être à travers cette visite en complicité avec ceux à l'origine du mal-être de nombreux Camerounais. Et au sortir de cette émission, si le temps nous le permet, on dira un mot du nouveau scandale autour de Miss Cameroun avec la destitution de la Miss élue en juillet 2025. Cependant, nous ne pouvons commencer cette émission sans rendre un vibrant hommage à notre confrère décédé. Les hommages de Spectrum Télévision, nous adressons nos sincères condoléances d'abord à sa famille biologique, ensuite à sa famille professionnelle. Vous entendez bien sûr Canal 2 International, mais également à tous les confrères qui sont affectés par cette disparition. Ce dimanche, nous recevons Xavier Messé. Il est justement journaliste, il est enseignant, il est le directeur de publication du journal Le Calam. Bonjour Monsieur Messé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité une fois de plus. Oui. Alors, vous voulez dire d'abord un mot au sujet de votre jeune confrère, notre confrère Arnaud Gueffac, que certainement sur le plateau, vous connaissiez certainement tous. Il travaillait pour la chaîne Canal 2 International. Vous savez, j'ai appris son décès il y a quelques minutes seulement, je n'étais pas au courant. Oui. Les mots m'ont manqué. C'est un garçon que j'appréciais beaucoup, son talent, sa manière de servir, respectueux des aînés que je suis, ça m'a affligé. Je présente les condoléances à sa famille d'abord et ensuite à tous les confrères. On reviendra justement avec vous sur votre sujet d'entrée, mais permettez qu'on présente tous les autres panélistes et que chacun puisse dire un mot pour rendre hommage à Arnaud Gueffac qui nous a quittés ce 1er mars. Sur le plateau également, nous recevons le père Étienne Bakaba, il est prêtre de l'Église catholique. Bonjour mon père, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Leïla, condoléances à toute la grande famille médiatique, pas seulement du Canal 2 International, du Cameroun et du monde. Les médias, c'est aussi le monde entre les mains. Nous prierons à notre manière à la paroisse Saint-Paul-VI de Bounamoutongo pour le repos de son âme, puisqu'il a quelquefois couvert nos événements de ce côté-là. Merci en tout cas, Père Bakaba, d'être avec nous ce dimanche. Face à vous, nous recevons Bédi Mouko. Il est le Sénacom, le secrétaire national à la communication du Manidem. Bonjour, Monsieur Bédimo. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Oui, bonjour Lila et merci de me recevoir après un long moment. Il faut le reconnaître et merci à vous donc et bonjour à tous les téléspectateurs de STV. Alors, vous connaissiez notre confrère Arnaud Gueffac ? Oui, parce que en tant que militant politique, nous regardons beaucoup la télévision, surtout que je pense qu'il... c'est un visage connu en tout cas. Oui, il faisait ça à la revue de la presse ou quelque chose comme ça. Il passait au journal, donc je ne l'ai pas connu personnellement, mais à travers les médias, c'est l'occasion donc d'adresser les condoléances à sa famille de Canada, à toute la famille de la presse camerounaise. Merci d'être avec nous ce dimanche. Samuel Motte, député de la Nation, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous, par contre, vous connaissiez très bien Arnaud Gueffac, personnellement d'ailleurs. Personnellement, je connaissais Arnaud Gueffac, comme d'ailleurs je connais la plupart des journalistes, parce que c'est également le travail que nous faisons au quotidien qui nous met très souvent en relation. Et là, sur un problème vraiment très spécifique qui me tenait à cœur,
j'ai découvert un homme, à la limite, qui était d'une très, très grande écoute, d'une très grande objectivité et d'un très grand professionnalisme. C'est vrai. Si vous me donnez 2 minutes, Vous avez le temps. Oui, j'ai un sérieux problème dans ma communauté. Où nous bataillons, nous ferons contre les ONG pour savoir si on peut libérer notre forêt pour qu'on puisse repartir. L'État vient nous donner une UEFA qui nous permettra certainement de faire des routes. Et ce sont ces routes-là qui nous ont fait défaut depuis 1960. Nous avons été déguerpis et les ONG n'entendent pas cela. C'est une zone pour eux qui doit être classée comme étant un parc. Et dans le parc, en réalité, vous oubliez tout le reste, y compris vos crânes que vous avez enterrés de ce côté. Et ma bataille pendant 4 ans a été celle-là. Et un jour, on m'informe qu'un Nongofa qui est en train d'aller là-bas en reportage. Il ne m'a pas consulté, j'étais la personne qui portait le dossier au niveau de ma communauté, mais j'estime également que pour y aller, il doit m'appeler. Bon, je l'appelle donc au téléphone, il me dit non, j'ai essayé de vous joindre, je n'ai pas pu. Je dis non, si vous allez faire le reportage dans ces conditions-là, je considère que vous avez un parti pris. Et en fait, il y avait tous les éléments nécessaires qui me laissaient penser qu'il avait un parti pris, c'est-à-dire que de mon point de vue, il avait été envoyé en service commandé par les ONG. C'était pas son genre. C'est bien ce que je pensais. Et puis donc finalement on discute, on réussit finalement d'y aller ensemble. Et pendant de longues heures, on a discuté du sujet. Et je peux vous assurer que comme je suis auditeur de formation, je n'aime pas qu'on influence mon opinion. De la même façon, quand j'ai un professionnel en face de moi, je lui donne ce que je pense et je n'ai pas influencé son point de vue. Et puis finalement, le reportage qui sort de là établit de manière très claire que nos valorisations sont légitimes et qui n'ont rien à voir avec ce que j'avais pensé au départ. Depuis lors, là, ce garçon, vraiment, je le tiens en respect. Parce que dans ce Cameroun, nous ici, on pense que tout le monde est corrompu ou chacun peut être influencé. Il m'avait apporté la preuve éclatante que, objectivement, après avoir reçu un certain nombre d'argumentaires, il pouvait réviser. Je peux vous assurer que au départ, il avait déjà été, son cerveau avait été corrompu. Le terme est peut-être fort. En tout cas, il allait sur le terrain, il est parti sur le terrain, oui. Il a compris effectivement que la bataille qui était la nôtre était une bataille. Il a échangé avec des personnes sur le terrain au-delà de vous. Effectivement, ce qui en est sorti de son reportage. Et d'ailleurs, on a pris d'autres rendez-vous qui malheureusement n'auront pas lieu parce que j'entendais encore travailler avec lui sur un certain nombre de dossiers qui me tiennent à cœur. On m'annonce ce matin qu'il est parti. Vraiment, je suis bouleversé. Comme on l'a dit, nous adressons nos condoléances d'abord à sa famille biologique et à sa famille professionnelle, à tous les confrères et à toutes les personnes affectées par ce départ. Xavier Messier, je le disais, vous revenez de Bafia. Vous avez assisté il y a quelques heures au festival Mbam Art. Comment c'était? 2 questions. Hein. D'abord, comment est-ce que c'était? Et puis, quelle est l'importance de tels événements dans un pays où la diversité culturelle et même ethnique est reconnu? Vous savez, je savais que vous allez m'interroger sur le sujet, mais vous avez éteint complètement mon enthousiasme. Oui. Vous avez annoncé la mort. C'est pas moi, c'est le départ brusque d'Arnaud. L'élan que j'avais de parler de Mbam, vraiment, je peux vous assurer que ce n'est plus le même élan. Mais le festival Mbam, qui était à sa 12e édition, a fermé les portes hier. Depuis 30 ans que Mbam a été créé, c'est la 12e édition, je n'ai jamais assisté à un événement aussi grandiose. Je vous assure, jamais de la vie. Il y avait un monde fou depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Les gens venaient de partout, pratiquement tout le Grand Mbam, avec les 11 grandes familles, étaient là, chacune avec sa diversité culturelle, de chants, la gastronomie traditionnelle, c'était impeccable. Le secrétaire général qui représentait le ministre de la Culture est arrivé hier, il n'a pas pu venir le premier jour, le festival a duré une semaine, mais une semaine, on n'a pas vu le temps passer, tellement les gens arrivaient le matin, ils avaient de la peine à repartir avant le petit matin, ils étaient là en train de danser, de manger tout ce que vous voulez. Le ministère des Arts et de la Culture a mis à notre disposition son car podium qui a animé toute la ville. Et jamais vu un tel engouement. Je vais vous dire que cet engouement, ça ne participe pas simplement des visiteurs, ça participe même des contributions financières. Je n'ai jamais vu ça. C'est dire en cette période où les gens n'ont pas assez d'argent, mais je n'ai jamais vu à une seule édition où il y a eu un engouement financier tant que ça. Donc, dans la diversité culturelle, quand vous êtes à Mbam, c'est là où vous rendez, vous avez l'impression que vous avez tout le Cameroun devant vous. Parce que
quand une famille, une grande famille manifeste, vous avez l'impression que c'est les Bamouns qui sont là, encore que nous avons des affinités culturelles avec les Bamouns. Vous avez les populations du nord du Grand Bam, c'est-à-dire Yoko, qui s'expriment, mais qui ont des mêmes comportements culturels comme les gens du Grand Nord. Et vous avez les populations de Sananga, c'est-à-dire la partie de Tui, qui ont les mêmes comportements que le Grand Sud. Alors vous vous retrouvez avec une diversité totale et vous avez l'impression que c'est tout le Cameroun qui est réuni. Alors vous avez manqué de venir à ce festival. Je vous invite la prochaine fois. Pour la 13e édition. Je m'occuperai de SCV. Merci en tout cas. Moi-même, j'ai manqué d'y être, puisqu'ils ont bien les velléités de penser que l'Ombam va jusque dans l'Oncam. Oui. Mais je crois que la prochaine fois, j'essaierai là. D'accord. Merci. Bienvenue. Merci. Et votre sujet d'entrée à vous, Samuel Motte, j'aimerais avec vous qu'on parle de ces 2 tonnes et demie de stupéfiants qui viennent d'être interceptés à l'aéroport international de Douala, de la cocaïne et du tramadol. Le Cameroun apparaît désormais comme une zone de transit, mais c'est également une zone de consommation. Ma question est, est-ce qu'il est possible finalement de lutter contre la circulation des stupéfiants dans notre pays ? C'est une grosse bataille et s'il est possible, effectivement, je crois que les ministères concernés essaient de s'y atteler, mais c'est une très grosse bataille. Au-delà des ministères concernés, les forces de l'ordre. Oui, non, quand il parle des ministères Oui. également, le ministère de l'armée également, Oui. de la défense également, c'est un ministère. Et donc, effectivement, la plupart des acteurs je crois qu'ils sont à pied d'œuvre. C'est une très très grosse bataille qui dépasse d'ailleurs le cap uniquement des pays africains. Quand vous savez que ce phénomène est encore plus endémique dans les pays développés tels que les États-Unis, l'Occident, vous devez comprendre également les enjeux qui sont placés derrière. Il doit quoi d'ailleurs que c'est à cause effectivement des contrôles qu'on fait de plus en plus là-bas, avec des interventions tout azimut à détruire des cartels qui essaient de trouver des zones de repli et également des zones de transit. Après maintenant, vous dites le Cameroun, c'est une zone de transit maintenant. Tous les aéroports du monde sont des zones de transit, c'est-à-dire qu'ils chercheront toujours un moyen à passer par un endroit pour pouvoir l'utiliser comme étant peut-être un corridor de lancement, mais ce n'est pas le propre au Cameroun. Là, il se passe seulement qu'on a démantelé une très très grande quantité qui a été saisie. Espérons qu'une fois qu'on a frappé le coup comme ça une fois, effectivement, ça va leur permettre un peu de reculer. Mais c'est une bataille de longue haleine. Après, maintenant, il y a des Camerounais qui consomment de plus en plus, comme vous le dites. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on trouve dans la drogue. J'ai été un petit fumeur de cigarettes. Je vois très bien l'impact que ça avait sur ma santé. Quand je vois que les gens, effectivement, ils se mettent dans un état second parce qu'ils ont consommé de la cocaïne, c'est donc à la limite une interpellation commune. Je veux dire, les parents doivent sensibiliser les enfants sur les conséquences négatives de la drogue, l'école doit s'y mettre, l'ensemble de la société tout entière doit se sentir concernée. C'est un phénomène effectivement qu'il faut absolument endiguer. Mais dis-moi quoi, avec vous, j'interroge justement l'implication des forces de l'ordre dans cette bataille. Avez-vous l'impression que tout le monde joue sa partition à part égale ? Non, c'est très difficile. Tout à l'heure, j'ai demandé à dire un petit mot là-dessus parce que il en va du Cameroun comme partout dans le monde. La répression contre ce phénomène est très, très, très difficile. C'est très difficile. Quand on regarde, par exemple, le cas des États-Unis, les moyens énormes qu'ils mettent, aller même au-delà du territoire américain, aller arrêter même des présidents en Amérique latine. Alors, à mon avis, la raison, c'est quoi? La raison, c'est que très souvent, ceux qui sont chargés de cette répression sont non seulement des consommateurs, mais sont très souvent des gens qui vivent de ce trafic-là. Oui. C'est ce qui rend les choses très difficiles. Parce que quand c'est un phénomène qui produit autant d'argent, qui nourrit autant de personnes, dont autant de personnes profitent, il devient très difficile de le circonscrire, pour ne pas dire de le stopper complètement. Donc c'est ça le véritable problème. La même chose chez nous, n'ayons pas peur de le dire, même jusque chez nous ici, on sait que beaucoup de hautes personnalités sont derrière ces histoires-là, soit comme des consommateurs, soit comme des hautes personnalités, vous avez des preuves? Soit comme des profiteurs, mais ça se dit, même vous à la presse, vous l'avez déjà... A semblé suggérer qu'il ne faut pas seulement qu'on s'arrête à démanteler un réseau,
tout le traitement des dossiers similaires doivent être faits dans une certaine collégialité. C'est une espèce de soupçon là également qui relève les paroles qui tiennent ici. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui arrêtent à la douane. Et qu'est-ce qu'on fait des quantités qui ont arrêté? On ne sait pas très bien comment ils sont. Exactement, les quantités qui sont gérées, c'est de ça que vous parlez. Non, mais ça, le demandé au 13 officiel, le ministre des Finances l'a dit. Pourquoi la bataille au niveau de la douane des scanners n'est peut-être pas un élément de tout ceci? Parce que mettre autant d'énergie, une bataille aussi, c'est peut-être que des gens en profitent dans le contrôle des conteneurs qui partent pour dissimuler plein de choses. Alors, au Père Bakaba, on va y aller avec vous à l'invitation du président de la République, Paul Biya. Le pape Léon XIV, dans le cadre de son premier voyage en qualité de chef d'État sur le continent africain, effectue du 15 au 18 avril prochain une visite apostolique au Cameroun. Le Saint-Père séjournera respectivement à Yaoundé, à Bamenda et à Douala. Padre, je vais vous poser 2 questions. Lorsqu'on est prêtre catholique, c'est ce que vous êtes, comment est-ce qu'on accueille et on attend la visite au Cameroun du pape? Et lorsqu'on est en citoyen engagé, c'est également ce que vous êtes, un citoyen engagé, quel regard est-ce qu'on porte sur cette visite dite apostolique? D'abord, un regard très positif et joyeux en tant que... Le prêtre ou le citoyen? Chrétien. Très bien. En tant que chrétien, en tant que prêtre, oui. Peut-être quelque part aussi en tant que journaliste, parce que le jeudi 8 mai 2025, j'étais quand même sur la place Saint-Pierre à l'élection du 267e successeur de Saint-Pierre. J'ai vu ce que cela représente pour le monde, pas seulement pour le média, mais pour le monde. Et depuis le mois d'août, il se disait déjà dans les couloirs que le nouveau pape a émis le désir de venir en Afrique. Parce que augustinien de son état, il voulait aller sur les pas de Saint-Augustin, qui est d'ailleurs un Africain. C'est pour cela que vous allez voir l'Algérie, Carthage, qui est dans son programme. Donc, c'est pratiquement depuis le mois de novembre qu'il se dit dans les couloirs que le souverain pontife viendra au Cameroun. Pour l'Église, comme l'a d'ailleurs souligné Monseigneur André Nkuya, l'archevêque du Bamenda, le président des assises de la conférence épiscopale nationale, c'est un geste positif, non seulement pour le croyant que je suis, mais aussi pour les autres. Quand on a la grâce d'accueillir un hôte de marque chez nous, c'est quelque chose de positif. L'État du Cameroun s'y est mis avec la conférence des évêques, donc c'est une double invitation. C'est pour cela que la visite sera toujours pastorale et diplomatique à la fois. Donc ça va mobiliser certainement beaucoup de moyens. Et moi, comme citoyen cette fois-ci, je suis très heureux. Dans ma langue, on dit souvent que Banganken est c'est-à-dire qu'un vrai étranger a sauvé le propriétaire de la maison qui avait peut-être son poulet là à côté, qui mourait de faim, qui n'arrivait pas à le tuer pour manger. Parce que je vois que depuis quelques jours, la propriété se bouscule un peu dans la ville de Douala. Là, vers la Dibamba, on est en train de faire des mains et des pieds parce qu'il serait possible que le pape célèbre la messe au stade de Chapoma et dont les choses sont en train de s'arranger, là, des choses qui traînent depuis 10 ans. Peut-être qu'avec la visite du pape, il y aura un peu de propriété dans la maison, dans notre maison commune, qui est le Cameroun. Et comme citoyen, j'accueille cela avec action de grâce. Très bien. Xavier Messier, vous également, vous êtes proche de l'Église catholique. Je ne sais pas si vous me permettez de le dire à l'antenne. Oui, je suis chrétien catholique. Voilà, vous avez par le passé voulu être prêtre également. Oui, ça a tenté beaucoup ma famille. Très bien. Alors que des voix... Monsieur l'abbé... Alors, non, il n'est pas monsieur l'abbé. Je vous ai demandé la permission d'abord, si vous me permettez de le dire à l'antenne. Donc, alors que des voix s'élèvent de plus en plus contre la visite apostolique du pape au Cameroun, face à des reproches de gouvernance, violation des droits humains, notamment après la crise post-électorale qu'on a connue, donc après le 12 octobre, reproches faits par l'opposition et même une partie de la société civile camerounaise. J'ai envie de vous demander, le pape qui vient au Cameroun, est-ce qu'il est un allié du peuple, comme semble le penser le padre, ou alors un allié du régime qui ferme les yeux sur les cris des populations? Je précise que de nombreux Camerounais, dont le père Lado, de nombreux Camerounais ont écrit à Rome pour justement faire connaître au pape toutes les difficultés des Camerounais à l'intérieur. Allié du peuple, allié du régime? Vous savez, l'allié du peuple, je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. L'allié du pouvoir, certainement, oui. Je vais dire qu'il ne faut pas tout de suite jeter l'anathème sur ce pape qui va venir.
Le Cameroun est un pays très accueillant. Nous aimons recevoir des visiteurs étrangers, et surtout quand ils sont des visiteurs de marque. On met tout pour les mettre à l'aise. Oui. Ça va être le cas de ce pape qui n'est pas le premier à venir au Cameroun. Ils viennent souvent. Vous savez, le Cameroun, si mes statistiques sont réelles, on a à peu près 36% des catholiques au Cameroun. Peut-être le père veut confirmer ou non. À peu près 36, plus de 10 millions, je crois. 36% des chrétiens catholiques, c'est beaucoup. Cela représente donc une population chrétienne qui fait partie de la population de ce pape-là. Alors, quand il vient au Cameroun, qu'est-ce qu'il doit privilégier? Venir rendre visite à sa population ou bien avoir des entretiens diplomatiques, ce qui n'exclut pas ceci ou cela. Mais nous avons l'impression... C'est ce qu'on n'a pas encore le calendrier. Voilà. Oui. Bon, ce qui me fait croire que le pape vient surtout pour le côté diplomatique avec les autorités camerounaises. Pourquoi je le dis? Vous savez, de 1982 à 2017, les chrétiens catholiques, qui sont des prêtres et des évêques, ont été assassinés dans ce pays. Ce qui fait que c'est une population qui concerne directement le pape. Peut-être, si je m'abuse, je n'ai pas entendu une condamnation véhémente, ferme du pape. Il y a toujours eu des petites condamnations gentillettes comme ça, comme c'est passé, et puis on n'en parle plus. Non seulement les Camerounais n'ont pas connu, ils n'ont pas eu de procès, des enquêtes sérieuses, mais le pape est resté dans un mutisme diplomatique qui nous a parfois embarrassés. Lorsque vous avez une population comme celle-là, où au Cameroun, l'Église catholique représente, n'est-ce pas, cette frange de la population, et que les représentants de cette Église sont sont régulièrement assassinés, sans qu'on sente une condamnation ferme du pape, et quand il vient ici, c'est bien de faire des messes. On veut des messes. Mais vous pensez que ces messes sont supérieures à celles que le prêtre dit souvent à l'église? Non, je ne pense pas. Ce sont des messes comme d'autres, on communie, exactement comme on va communier avec le pape. Mais pour que cette population chrétienne soit rassurée que le représentant de l'église catholique au Cameroun veille sur cette population-là, il faut qu'il y ait des condamnations fermes. Et vous savez, la dernière disparition que nous avons connue, celle de 2017, qui a été très très douloureuse, la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Oui. On a senti, je dirais même quelques complicités avec des personnes comme le représentant du pape qui, ici, c'était le nonce apostolique, mais qui ne s'est jamais prononcé, qui n'a jamais fait une déclaration publique là-dessus. Et puis, il est reparti en catimini. Le Vatican a passé l'éponge là-dessus et on est passé à autre chose. On reçoit maintenant le nouveau pape, mais est-ce qu'il va se prononcer sur ces disparitions cruelles pour que les 36% de la population chrétienne camerounaise se sentent protégés? Il faut que le pape dise quelque chose là-dessus. Mais s'il vient pour prier, pour bénir les Camerounais, bon, c'est bien, on a besoin de ces bénédictions pour ne pas aller en enfer, mais je crois que il serait aussi intéressant qu'ils disent quelque chose. Vous pensez que seules les bénédictions du pape suffisent pour ne pas aller en enfer? Mais pourquoi il bénit donc les gens? C'est pour les conduire peut-être au paradis. Oui. Alors, Bédi Moko, disons-le, le Cameroun a déjà accueilli 3 fois un souverain pontife. Jean-Paul II est venu en 1995, c'est-à-dire au lendemain du coup d'État manqué du 6 avril 1984. Il est revenu en 1995. Vous m'arrêtez si je me trompe, mon père. C'est-à-dire à la veille de l'adoption de la nouvelle constitution. Benoît XVI est arrivé au Cameroun en 2010. 2009, c'est-à-dire 2 ans avant l'élection présidentielle marquante de 2011. 2 questions. Le Vatican est-il finalement en soutien spirituel et moral de Yaoundé? Sinon, dans quel sillage ranger cette autre visite d'un pape en territoire camerounais? Bon, c'est vous qui êtes en train de faire la relation entre, dans le timing de la visite des papes avec les événements politiques au Cameroun. Bon, sûrement, ce n'est pas anodin, il doit y avoir quelque chose de caché là derrière. Bon, mais là, maintenant, vous êtes en train de poser la question à un militant révolutionnaire, c'est-à-dire nous du mouvement UPCiste. Vous ne croyez pas en Dieu chez les UPCistes? C'est un autre débat. Dans nous, du mouvement révolutionnaire UPCiste, nous avons eu
quelque chose à voir avec l'Église catholique. Oui. On ne peut pas parler juste de la venue du pape en 2026 au Cameroun sans remonter. On pourrait même remonter même jusqu'au 15e siècle, c'est-à-dire à partir du moment où l'Église arrive en Afrique. Et au 15e siècle, comme par hasard, nous sommes en pleine période de la traite des Noirs, de l'esclavage. Donc, et l'Église catholique, qu'a-t-elle fait pendant cette époque-là? Qu'a-t-elle fait? Comme l'aîné Xavier le disait tout à l'heure, s'est-elle fermement prononcée, s'est-elle fermement opposée à ce crime contre l'humanité qu'a été la traite négrière? Bon, nous ne pensons pas. Quand on regarde l'évolution de l'Église catholique en Afrique, on voit il y a des investissements sociaux, il y a des hôpitaux, il y a des écoles, ce qu'on devrait considérer comme une bonne chose. Bon, mais à On côté, devrait juste considérer ou c'est à côté, on peut aussi se poser la question, c'est contre quelle contrepartie, si ce n'est pas une tautologie. Bon, le pillage de l'Afrique depuis 5 siècles et tout, l'Église catholique n'est pas totalement étrangère à ça. Hein. Mais quand on revient donc un peu plus proche de nous, nous savons ce que l'UPC a subi dans la répression et nous savons quel rôle a joué l'Église catholique avec les dénonciations des révolutionnaires et tout le reste. Bon, on dit comme ça. C'est pour ça que je disais que vous savez que nous avons un problème avec l'Église catholique. Bon. Ce n'est donc pas une surprise pour nous que la venue du pape maintenant, comme vous avez commencé à dire, parce que c'est comme s'il y avait un timing bien calculé. Ce n'est pas une surprise que la venue du pape maintenant arrive à une période aussi. Je pose juste les questions. Oui, à une période aussi sensible de la vie politique du pays. Nous sommes au lendemain d'une élection présidentielle qui a été largement controversée et qui a connu des mouvements sociaux après. Donc, ce timing n'est-il pas une caution donc maintenant pour ce pouvoir, étant donné que nous n'avons pas entendu l'Église catholique se prononcer? Enfin, bon, je ne sais pas même pas si elle a souvent fait, se prononcer sur ce qui s'est passé au Cameroun. Mais maintenant, venir, c'est tout simplement donner une caution au pouvoir. Et bon, quand on sait que le pape, il a cette double casquette, il est le chef de l'Église, mais il est aussi le chef de l'État du Vatican. Et dit comme ça, bon, on n'est pas en droit d'attendre même grand-chose de lui, étant donné que les États se réservent là, un État ne se prononce pas dans la vie politique d'un autre État. Comme ça. Bon, nous ne sommes donc pas de ceux qui espèrent, parce que bon, les pauvres Camerounais, dans leurs difficultés, tout est bon pour espérer un changement. Je crois que ça, non, nous ne sommes pas de ceux qui rêvent et pensent que la venue du pape peut faire changer quelque chose ou quoi que ce soit au Cameroun. Non. Très bien. Ce serait invisible comme toutes les autres. Alors, Samuel Maud, le pape a choisi de visiter 3 régions. Le centre, Yaoundé, le littoral, Douala, et la région du nord-ouest, Bamenda. Étape du nord-ouest, qui est une étape cruciale, on va le dire. Paul Biya, qui accompagne le pape à Bamenda. Faut-il exclure cette hypothèse du schéma? Quand on sait que depuis le début de la crise anglophone en 2016, le chef de l'État ne s'y est jamais rendu. Bon, on ne va pas l'exclure, mais au moins ça apporte la preuve, le fait d'avoir cité qu'il va aller dans au moins 3 régions, ça apporte la preuve de ce qu'en réalité n'est pas venu seulement pour parler au pouvoir de Yaoundé. Après maintenant, est-ce que dans le cadre de procédures protocolaires, le président de la République lui-même manifestera le besoin de l'y accompagner, c'est une possibilité. Mais en réalité, il faut également admettre, bien qu'il soit le chef, le président d'un État, de l'État du Vatican, quand il vient également, il vient là comme un missionnaire, si je peux me permettre, mon père. Il vient là en tant que missionnaire et s'il s'en va là-bas pour donner la bonne parole à un certain nombre de personnes qui vont l'accueillir, il n'a pas nécessairement besoin de la présence du chef de l'État à ses côtés. Après maintenant, vous faites un glissement assez fort par rapport à la présence du président Paul Biya depuis la fin du déclenchement des troubles au nord-ouest et au sud-est que nous connaissons. C'est une question qui repose sur un constat. Non, j'ai bien compris, je ne vous le reproche d'ailleurs pas. Je voulais seulement vous faire remarquer qu'en réalité, si le président de la République avait la conviction profonde de ce que sa présence à cet endroit-là aura permis d'apporter une accalmie, il aurait fait volontiers. Ah, vous êtes dans le cœur du président de la République.
J'imagine bien, que se me poser aussi. Autrement dit, vous n'aurez pas dû me poser la question dans ces cas-là, puisque je ne peux pas répondre à sa place. J'ai fait également, je peux me permettre également une certaine forme de spéculation. Il y avait mon enseignant de technique de marketing à l'époque qui me disait, marché, c'est 3 segments. Les consommateurs, les non-consommateurs relatifs et les non-consommateurs absolus. Dans le cadre des troubles comme celle du Nord-Ouest, vous êtes souvent confronté à des non-consommateurs absolus. Un consommateur, vous n'avez pas besoin de le convaincre, il est convaincu de la nécessité du produit, il va l'acheter sans aucune forme de publicité. Un consommateur relatif, un non-consommateur relatif, moyennant quelques démarches commerciales, une petite publicité, il va le faire. La personne qui se conditionne à être un non-consommateur absolu, ça ne sert à rien. Ce que nous vivons au nord sur le sud aujourd'hui, c'est que nous sommes là, la résistance, elle est menée par des non-consommateurs absolus. Et ce n'est pas la présidente du président Paul Biya qui va changer quoi que ce soit. Nous laissons le temps au temps. Le temps, certainement, fait souvent, c'est nous apporter des solutions à nos problèmes. Et nous pensons qu'avec le temps également, il y a un certain nombre de personnes. Les radicalités au nord et au sud ont quand même diminué. Hein. Non, le temps, 10 ans quand même. Oui, si. Non, mais on avait prévenu, il est là. Madame Ganzo, on avait prévenu, on a dit ce truc-là, ne le commencez pas parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. 10 ans, les corps se battent depuis combien d'années maintenant? Depuis des décennies, ils continuent à se battre parce qu'ils veulent que les territoires soient indépendants de la France. Donc, c'est des conflits qui s'inscrivent dans le temps. Donc, ce n'est pas une hypothèse à balayer du... Non, je ne la balaye pas, mais ça dépendait également du programme du chef de l'État. Exactement. Alors, Padre, il y a aussi la question du coût de cette visite apostolique qui s'invite au débat. D'ailleurs, tout à l'heure, vous saluez cette visite en disant effectivement que ça permet que, ci ou là, des routes soient pensées, on va le dire ainsi, que des aménagements soient faits ci et là. Alors, nous sommes dans un pays qui manque d'infrastructures, infrastructures routières, infrastructures hospitalières dans plusieurs parties du Cameroun. On a des problèmes d'électricité, on a des problèmes d'eau. On est dans un pays où on parle en ce moment d'un nouvel emprunt obligataire. Donc, la question du coût, est-ce qu'il est possible que l'État et l'Église catholique se partagent l'addition? Et je voudrais, avant de venir à vous, parce que la question de la présence du pape à Bamenda est une question cruciale. À mon point de vue, de mon point de vue, si le pape venait au Cameroun sans passer par les régions de Nozo, alors là, on devrait dire, même en tant que chrétien, qu'il est indifférent aux souffrances des Camerounais. Parce que le Nozo, pas seulement, est quand même un des foyers de souffrance au Cameroun. Depuis 10 ans déjà, vous l'avez souligné. Il faudrait que les gens comprennent bien qui est le cardinal Robert Francis Prévost. Quand il devient pape, les premiers mots qu'il prononce au sortir de la fenêtre pontificale, qu'est-ce qu'il dit? La paix soit avec vous. C'est son premier souhait. La paix. Et poursuivant dans son message la paix, 47e journée mondiale de la paix le 1er janvier, il propose, n'est-ce pas, une paix désarmante et désarmée. C'est-à-dire qu'il s'agit dans un certain camp de désarmer d'abord les cœurs. Parce que quand on parle de désarmement, les gens voient rapidement les fusils, mais c'est le fusil qui active le cœur pour mettre le doigt à la gâchette. Il s'agit de désarmer les cœurs. Et moi, j'ai bien comme impression que nous, Camerounais, nous avons besoin d'abord de ce désarmement-là aujourd'hui. Face aux crises, elles sont multiformes. Face aux crises, nous avons besoin de désarmer beaucoup de choses dans les cœurs qui sont troublés. Et la présence du pape souverain pontife à Bamenda, elle est prophétique. Elle est prophétique, absolument. Et il faut qu'on ait ce regard. Et je partage cet avis que moi, je suis prêtre, donc je garde d'abord un regard spirituel sur la venue du pape. L'année 2025, c'était l'année du grand jubilé de l'espérance. L'Église du Cameroun s'est rassemblée en avril à Marienberg, qui est le berceau du christianisme chez nous. Et nous avons prié avec les évêques, les prêtres, les fidèles, pour cette paix que vous voyez. Pour moi, mon premier regard, c'est que la visite du pape au Cameroun est un fruit spirituel de l'année jubilaire de l'espérance
que nous avons, n'est-ce pas, sollicité, que nous avons célébré. Il y a même certaines personnes d'à côté qui ont récupéré ce fameux thème d'espérance dans leur campagne politique. Donc c'est une visite d'espérance. Maintenant que... Mais qui va quand même coûter, cher aux contribuables camerounais. J'y viens. Oui. Bon, ben, je me réjouis encore, même comme citoyen. Je viens d'apprendre que l'aéroport de Bamenda, abandonné depuis des années, est en train d'être rénové. Parce que le pape n'ira pas à Bamenda en papa mobile ou en voiture. Donc, grâce à la visite du pape, l'aéroport de Bamenda est en train de rénover. Comme citoyen, même si je ne suis pas chrétien, pourquoi ne pas me réjouir du fait que cette visite apporte quelque chose de positif, ne serait-ce que sur le plan infrastructurel. Maintenant, qui va supporter l'État du Cameroun a beaucoup d'argent pour ça. Quand vous invitez quelqu'un quelque part... Je rappelle que l'État du Cameroun, c'est nous tous sur cette table et c'est tous les citoyens camerounais. D'accord. L'invitation est portée à la fois par l'État et l'Église. L'Église a certainement ses charges à supporter là-dessus, ça, tenez-vous tranquille, parce que ces 3 voyages, quand même, ça fait beaucoup. Chaque province ecclésiastique va contribuer. D'ailleurs, vous allez voir d'ici là, on va demander les contributions aux fidèles ça et là. Mais la vérité, c'est que c'est l'État du Cameroun qui invite aussi donc, et qui va mettre en jeu, par exemple, actuellement, les routes qui sont en train d'être réparées, vous voyez, ça rentre dans ce contexte-là. Ce n'est pas l'Église qui est en train de réparer les routes, c'est l'État du Cameroun qui est en train de les réparer. De ce point de vue-là, ce n'est pas un cours, c'est ça qu'il faut dire à Mme Ganze. Quand vous recevez quelqu'un chez vous et que vous prenez le soin de laver la vaisselle, c'est tout bénef. Pour vous-même. Pour la propriété de et votre pour la personne. Et pour l'image de votre maison. D'autant plus qu'il a fallu attendre de recevoir cette personne pour faire la vaisselle. Sauf si, en général, vous laissez vos enfants vautrer dans la saleté, dans n'importe quoi. Attendant qu'un visiteur veuille se pointer, il faut commencer à... Par contre, ce que je ne souhaite pas, comme nous sommes spécialistes du saupoudrage, là, comme le pape arrive là, c'est à peine 3 jours, on va saupoudrer les choses et dès la première pluie, les nids de poules vont réapparaître partout. On l'a fait pour la canne. J'espère qu'on ne le fera pas pour ceci, qu'on fasse quelque chose de sérieux. Parce que derrière le visage humain du pape, on accueille celui qui vient au nom du Seigneur. Parce que pour moi, le croyant, c'est le représentant du Christ qui vient. On l'appelle pas par hasard le vicaire du Christ. Et c'est à ce titre que je l'accueille. Il faut préparer les chemins du Seigneur, aplanir ses chemins. Très bien. Xavier, mais les discours pontificaux abordent généralement des problématiques telles que la paix, la justice sociale, la lutte contre la corruption, la solidarité. Ces injonctions morales ont-elles un réel impact sur les pratiques structurelles de gouvernance? Au Cameroun, par exemple, l'opposition parle de détournement de fonds, de clientélisme, de tribalisme, de clanisme et plein d'autres ismes. Mais vous savez, je ne pense pas, de mémoire de journaliste, donc, qu'il y ait eu un seul homme politique qui n'ait pas utilisé ce mot dans ses discours. Tout le monde utilise ce mot-là. Les chefs de l'État utilisent, les opposants utilisent, le pape, quand il vient ici, il utilise. Mais pour moi, c'est une rhétorique qui est connue. Aucun chef d'État n'ira dans un discours dire qu'il faut qu'on fasse la guerre, sauf les Américains. Bon, personne dans son pays ne dira qu'il faut faire la guerre. Non. D'ailleurs, Padre, il est reproché au pape de ne pas vouloir serrer la main de Donald Trump sous prétexte qu'il fait la guerre et de venir quand même au Cameroun. Bien. Moi, ça, c'est votre confrère. Je ne sais pas si à l'Église catholique, on parle de confrère également. Dieu aime bien visiter les pécheurs. Parce que dans l'Évangile, j'ai vu Jésus aller chez Zachée, qui était un voleur public. J'ai vu Jésus accepter de manger à la table de Matthieu, qui était un collecteur d'impôts. Oui. Donc, là où, comme le dit Saint Paul très bien, là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Donc, que le pape s'approche du monde des pécheurs, il faudrait que les pécheurs se laissent toucher par la grâce et qu'ils se convertissent. Merci. C'est en cela que la visite là, elle est providentielle. L'impact des injonctions, le pape n'a pas d'injonction morale à donner au Cameroun. Le pape n'a pas à parler de la corruption au Cameroun. Ce dont le pape devrait parler, surtout, c'est de sa population chrétienne qui est au Cameroun, qui connaît des difficultés énormes au plan sécuritaire. Vous savez, lorsque vous regardez le comportement des dirigeants américains, quand un Américain est condamné quelque part ou tué quelque part,
Les États-Unis s'en mêlent. Et si nous considérons les chrétiens catholiques au Cameroun comme les citoyens du Vatican, les sujets du pape, mais pourquoi ils ne s'en mêlent pas? Pourquoi ils n'en parlent pas? Ce n'est pas à lui de venir parler de la corruption au Cameroun, puisque nous n'en parlons pas de la corruption au Vatican. Pourtant, il y en a. Pourquoi il parlerait de la drogue au Cameroun? Il y a la drogue au Vatican, on n'en parle pas. Il faut que le pape vienne protéger ces ouailles qui sont au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Les prières, on prie tous les jours. Ça, vous le savez, on prie tous les jours. Les prêtres qui sont là à côté, ils prient tous les jours pour nous. Bon, mais les sujets du pape au Cameroun ne sont pas en sécurité. Ils sont assassinés, qu'ils viennent prononcer un discours là-dessus, qu'ils condamnent avec véhémence, qu'ils disent que les enquêtes aboutissent et qu'on voit, qu'on punisse les commanditaires et les exécuteurs. Moi c'est la plus grande préoccupation. Bon, qu'on nous fasse des routes, qu'on aménage l'aéroport, tant mieux. C'est une infrastructure qu'on a aménagée. Qu'on nous refasse les canalisations d'eau, qu'il n'y ait plus de coupures d'électricité pendant son séjour, tant mieux, on va en profiter. Mais est-ce que c'est ça ce qu'on attend du pape? Je ne crois pas. On attendait quoi du pape? Mais on attend du pape qu'il vienne protéger sa population qui est au Cameroun. Non, le pape, contrairement à ce qu'on peut croire, sa mission va bien au-delà des chrétiens catholiques. Lorsque le pape Jean-Paul II va en Pologne, vous savez, la Pologne, le communisme en son temps, ça crée un mouvement qui a entraîné un peu plus tard, n'est-ce pas, la division. Voilà. Donc l'impact de la présence d'un souverain pontife va au-delà des simples chrétiens catholiques. La première visite d'un pape en Afrique, c'est 1969. Le pape Paul VI, d'ailleurs. C'était où? C'était à Kampala, en Ouganda. À cette période-là, au Nigeria, il y avait la guerre du Biafra, n'est-ce pas, la crise Biafra qui prédominait un peu partout. Le pape était la première personne à aller intercéder pour la fin de cette crise. Donc, faisons attention. Lorsque le pape est venu ici en 84, en 85, au lendemain du coup d'État raté le Cameroun est aussi dans une période trouble. Et c'est donc un moment de forte intensité spirituelle. Oui, nous prions tous les jours, mais il faut quand même accepter il faut admettre que la présence du pape quelque part peut renforcer nos prières. Par exemple, moi j'ai l'habitude de visiter les fidèles. Les fidèles, ils prient chez eux. Mais j'ai toujours constaté que chaque fois que je me déplace pour venir prier avec une famille, c'est beaucoup plus intense. Et après, il y a des résultats. Donc je n'ai aucun doute là-dessus que la venue du pape au Cameroun soit quelque chose de positif. Vraiment au-delà des infrastructures. Oui, il y a dans la population gouvernante, même il y a des ouailles du pape, si on les appelle ainsi, des chrétiens catholiques. Le président l'a plus d'ailleurs été un chrétien catholique et beaucoup d'autres ministres qui pourraient se laisser toucher par la grâce. Pourquoi moi, prêtre, je ne peux pas croire en la grâce de la conversion en plein temps de carême? Donc je garde. Donc vous pensez que les injonctions morales non, du pape ce ne sont pas des injonctions morales. Peuvent avoir un réel impact. Ce n'est pas appeler cela injonction morale, je dis non. La doctrine sociale, l'Église a un corpus de doctrine. Doctrine sociale de l'Église, n'est-ce pas, qui touche des questions de la politique, des questions de l'économie et des questions de société. Et normalement, nous allons suivre les audiences du pape. Je puis déjà vous dire dans les secrets que ça va tourner autour d'un verset biblique, Jean 17, 21, que tout soit un. Donc, si le pape vient au Cameroun avec le message que tout soit un, vous pensez que son passage là, c'est juste de la diplomatie? Non, il y a une prière et un appel. C'est ça le rôle d'un pasteur. Je veux juste être certaine, Padre. Vous êtes certain, vous pensez en tout cas que le discours que le pape va tenir, je le disais, les discours pontificaux abordent généralement les problématiques de paix, justice sociale, solidarité. Donc vous pensez que ce discours peut avoir un réel impact sur les pratiques structurelles de gouvernance au Cameroun? Mais bien sûr, ce ne sont pas des machines qui sont à la tête. Vous pensez que ce qu'on dit tous les jours là, ça ne touche pas les gens? Faites attention. Devant les écrans, les gens peuvent balancer des opinions parce qu'ils sont vus. Mais il y a ce qu'on appelle le sanctuaire de Dieu en l'homme, qui est la conscience, qui vous met devant votre responsabilité. Bon, si vous avez perdu cette conscience, quand vous êtes seul devant un dossier, si vous avez perdu cette conscience,
et que vous soyez capable de déclarer, par exemple, qu'un évêque qu'on a vu, on a fait des autopsies, on a vu comment il a été assassiné, sauvagement assassiné, et que vous venez dire devant les gens que la noyade est la cause de sa mort. Comme M. Clébert Tamar l'a fait pour monsieur Jean-Marie Benoît Bala. Oui, Jean-Marie Benoît Bala. Vous venez dire cela de cette manière. C'est qu'il y a un problème fondamental qui se pose. Et que le pape n'a pas clairement condamné. Non, le pape plusieurs fois. Si vous suivez les audiences, savez, je vous invite à suivre tous les mercredis. Tous les mercredis, le pape donne des audiences. Je vous en prie, tous les mercredis, le pape donne des audiences. Depuis qu'il est élu pape, il y a au moins eu trois audiences qui concernaient le Cameroun. Bien avant lui, le pape François, à plusieurs reprises, sur la crise anglophone par exemple, sur les assassinats, vous avez bien fait de le souligner d'ailleurs, sur les assassinats, il est passé dessus. Je vous dis plusieurs fois. Et ce n'est pas la première sollicitude. Vous vous rappelez encore un peu bien là, je crois que c'était le 31 janvier 2021, le cardinal Pietro Parolin, qui est le secrétaire d'État au Saint-Siège, donc le numéro 2 du Vatican, il est venu au Cameroun, l'État à Yaoundé, il était où? À Bamenda. C'est la deuxième fois. Donc, il ne faudrait pas considérer ceci comme des injonctions. Non. La mission du pape, comme le dit d'ailleurs très bien le pape Léon XIV, la mission du pape et même de l'évêque, elle n'est pas d'abord du domaine de l'administration, elle est du domaine de la foi. Très bien. Elle est du domaine de la foi. Si je préfère ça. On retire cela du domaine de la foi, je crois qu'on se perd un tout petit peu. Lorsque Léon, il s'appelle XIV. Pourquoi il s'appelle Léon XIV? Parce qu'avant lui, il y a eu Léon XIII. Léon XIII, c'est le pape qui est contemporain à la révolution industrielle. 1891, il écrit Rerum Novarum, qui est la première encyclique qui touche les questions sociales, la question ouvrière en l'occurrence à ce moment-là. Quand vous regardez le monde d'aujourd'hui, nous avons Léon XIV. Nous avons une révolution industrielle, mais peut-être qui est beaucoup plus numérique, avec l'influence très grandissante de l'intelligence artificielle. Il porte ce nom. Quand il vient ici, au Cameroun, ou quand il va en visite, il y va d'abord comme un pasteur, bien qu'étant le chef de l'État du Vatican, mais il y va d'abord comme un pasteur. C'est pour cela que nous, les chrétiens surtout, nous devons toujours avoir un regard spirituel sur la présence non seulement du pape, mais aussi d'un évêque, d'un prêtre, quand il va quelque part. Très bien. Samuel Motte, il ne faut pas avoir peur de couper le prêtre et on n'est pas à la messe. Samuel, c'est vrai que c'est son sujet parce qu'il est prêtre. C'est vrai, mais en tout cas, j'ai failli le couper tout à l'heure, mais je me suis excusé parce que... Hein? Alors, Samuel Motte, si l'événement produit une forte visibilité médiatique et diplomatique, quelles pourraient être ses retombées sur les réalités socio-économiques du Cameroun? Non, le pape, de manière générale, de mon point de vue, il vient parler, quelqu'un a dit tout à l'heure à ses oies, il vient de parler à ses fidèles, mais il vient parler au Cameroun. En espérant, comme il a dit le prêtre tout à l'heure, en espérant qu'il va contribuer à raffermir la foi d'un certain nombre de personnes qui l'écoutent. Mais quand je dis ça, il ne vient pas, quand on parle des fidèles, les fidèles ne sont pas nécessairement les membres du gouvernement. Les fidèles ne sont pas certainement les agents de l'administration. Les gens à qui il parle, c'est également aux gens qui sont déviants à ne pas respecter les règles républicaines. Aussi, les fidèles sont des terroristes. Ben, justement, c'est bien ce que je suis en train de dire. Et donc, il parlera à tout ce monde-là. Après, maintenant, vous entendez à cela un cataclysme au point où, parce que vous avez entendu plusieurs fois revenir sur les comportements structurels d'une administration, je ne suis pas sûr que ce soit également sa vocation. Et encore que même s'il vient là-dedans, ce ne sera qu'un élément qu'il apportera au débat qui a cours. Parce que lorsqu'il parle effectivement de la révolution industrielle, ça avait son sens à l'époque de faire travailler les gens à l'usine de 6h à 6h du matin. Parce qu'effectivement, on avait besoin de cette main-d'œuvre-là, et très souvent, on prenait la popote à l'intérieur. De la même façon que pendant cette même période, il y avait une nécessité qui s'établissait de ce que les enfants de moins de 10 ans pouvaient aller travailler à l'usine. Une norme sociale qui a été abandonnée. Il dira peut-être que c'est sous la pression, effectivement, du pape. Je n'en crois pas du tout. L'évolution de la société elle-même était favorable à ce qu'il y ait un certain nombre de pratiques qui puissent être abandonnées. Et regardez très bien, quand je dis que c'est un élément qu'il apportera au débat, j'insiste là-dessus.
la difficulté que nous avons à gouverner, à développer nos États aujourd'hui, vient du fait que nous avons des économies du XVIIIe siècle et nous voulons les développer avec des outils du XXe siècle, du XXIe siècle. Il est admis aujourd'hui qu'un enfant ne peut pas aller travailler. Et pourtant, quand vous voyez comment le développement s'est établi en Asie du Sud-Est, très souvent les usines y allaient pour chercher la main-d'œuvre moins chère. Et quand vous regardez notre structuration de l'économie aujourd'hui, de la société, et quand on parle notamment des problèmes de code de travail, c'est à la limite, on peut considérer comme étant contre-productif. Et donc, quand il vient parler, effectivement, il apportera un élément au débat. Bien entendu, nous sommes tous là pour pouvoir dire que les éléments tels que la corruption, c'est ça que vous évoquez. Nous pensons que c'est un fléau, que chacun de nous peut abandonner. Mais ça, c'est la conscience personnelle des uns et des autres. Après, maintenant, il vient également pour parler aux gens en disant qu'il y a une république qui existe. Et la république doit avoir un certain nombre de fonctionnements avec un certain nombre de valeurs à respecter. Donc, point de révolution, parce qu'on ne sait pas très bien quand vous engagez une évolution, de quel côté on va tomber. Et c'est pour ça que Bédi Mouko va vous dire qu'effectivement, à partir du moment qu'il est marxiste, il considère que la religion également, c'est l'opium du peuple et donc il n'y a pas à lui accorder une certaine importance. Il continue à parler aux gens en disant, la Bible vous apporte quand même une paix intérieure qui va vous permettre de prendre de bonnes décisions lorsque vous avez à travailler. Et ce message-là, le message n'est pas absolument un message orienté, circonscrit pour un certain auditoire. En réalité, il vient parler au Cameroun. Et c'est très bien, comme vous l'avez souligné également, qu'il nous ouvre une fenêtre vers l'extérieur en disant que, quoi qu'on dise, en matière de gouvernance au Cameroun, nous sommes en train de recevoir pour la 4e fois ou la 5e fois, un pape qui vient nous rendre visite, dont nous ne sommes pas un pays aussi fréquentable que les gens sont en train de dire. Bien entendu, j'ai entendu les opposants dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'il vient? Mais justement... Il vient de confirmer que ça donne une caution. Non, j'ai parlé de visibilité, je n'ai pas parlé de caution. Non, pourquoi ils cautionneront? On n'a pas besoin de la caution du pape de la même façon. Non, je veux dire, est-ce que dire que le pape arrive au Cameroun et dans le Cameroun n'est pas un pays si peu fréquentable, est-ce que ce n'est pas finalement instrumentalisé politiquement? Non, pas du tout. Et à la limite même, j'irais même plus loin, même si on était fréquentable, le pape ne doit pas faire le tri parmi ses brebis. Il parlera tout aux gens qui sont considérés comme étant des bannis en leur disant qu'il espère qu'à travers ce message-là, il va les sortir de la case dans laquelle ils se trouvent. Mais en réalité, si on était, je voudrais également insister là-dessus, si on était aussi infréquentable que cela, les papes ne trouveraient pas un plaisir. Parce qu'il sait également que c'est terre d'évangélisation, le Cameroun. C'est une terre d'évangélisation et donc il viendra aussi longtemps qu'il le voudra. Le simple fait d'avoir également un nombre important de chrétiens dans notre pays qui est aussi si cosmopolite, comme il a dit tout à l'heure, avec une telle diversité, également c'est un message. Et je crois qu'une fois qu'il vient là, je crois que c'est un avantage pour le Cameroun que le pape nous rende visite. Après maintenant, nos bisbis intérieurs, on peut les résoudre. Je suis seulement amusé de voir que quand mon père là à côté, il parle de ces sélections, des candidatures, des gens qui doivent faire le tour du monde pour être ceux qui sont aptes. Les opposants applaudissent. Et chaque fois que le pape n'a rien dit du tout. Il a dit seulement qu'il vient vous rendre visite. On s'arrêtera au fait qu'il vient nous rendre visite. Ils aiment bien les prêtres. Quand les prêtres sont, j'allais dire à la limite, insultants vis-à-vis de la gouvernance. Les aumôniers, les partis de l'opposition. Oh non. On a de la peine à faire la différence très souvent quand vous prenez des positions. Mais à la limite, nous sommes dans une république, ça ne nous gêne absolument pas. Vous participez au débat. Après, maintenant, on vous apporte comment dirais-je, le drame, ce serait de dire qu'en réalité, déclinant un certain nombre de choses telles que vous êtes en train de les décliner, c'est une parole d'évangile que vous crachez. À ce moment-là, Xavier Messé a le droit de vous dire également, même en matière de corruption, il y a également la corruption au Vatican, même en matière de drogue, il y a la drogue au Vatican, et là également, on ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Mais dis-moi quoi, avec vous, on souligne les enjeux géopolitiques de cette visite pour le Cameroun, mais aussi pour le Vatican, et puis on va sortir du sujet avec Padri. Oui, bon, moi je n'ai pas la vision angélique du prêtre que le pape est venu, vient sauver les pauvres âmes des Camerounais et que peut-être avec lui certains problèmes vont être résolus comme le nozo, je ne sais pas, nos problèmes politiques internes. Non, bon, si je vais être méchant, je vais dire que quand il arrive, il va croire qu'il rentre avec quoi?
lui n'a pas de profit, ou le Vatican en général n'a pas de profit dans les visites en Afrique ou quoi que ce soit. Nous avons quand même beaucoup de ressources. Hein. Bon. C'est pas bien d'entendre qu'on espère la visite du pape à partir du replâtrage des routes ou bien de la réfection des aéroports parce que le pape arrive, jusqu'à rester espérer qu'il va nous aider à la résolution de certains problèmes ou de nos crises politiques que nous avons au Nord-Est ou bien des crises post-électorales ou quoi que ce soit. Il y a lieu de se poser la question, c'est un peu une question triviale, c'est-à-dire pour le Camerounais lambda, l'homme de la rue, tout ça, une visite du pape, il y en a déjà eu 4, qu'est-ce que ça va lui rapporter? C'est en train de réparer les routes de Jacoma, par exemple. Bon, c'est pour ça que je dis que, est-ce que c'est de tout, c'est tout ce qu'on attend du pape? Vraiment, non, c'est vrai, qu'est-ce qu'on attend? Maintenant, j'ai vu des camions déjà qui sont portés les ordures un peu partout, un rythme un peu plus accéléré. Qu'est-ce qu'on attend de la vie du pape? Je sais au moins que les amis. Et c'est vous qui le dites, monsieur Mott. Oui. Que la pénétrante est en chantier depuis plusieurs. Oui, mais bien sûr, mais ça dit une pourquoi? dizaine d'années, quoi. Mais oui. Je sais au moins. Mais c'est quelque chose également qui peut être de l'ordre de la compréhension. Je sais au moins à qui ça peut rapporter un petit quelque chose. À qui? Les amis de Samuel Mott qui vont produire des budgets faramineux de la visite du pape et tout vont se remplir. Sur le plateau, on l'a de manière unanime condamné. Bon, donc, honnêtement, nous ne sommes pas en droit d'attendre quelque chose de Très bien. du pape. Voilà. Alors, Padre, vous pourrez dire ce que vous voulez dire pour sortir, mais cette question d'abord, le Saint-Père arrive au moment où les dissonances se font de plus en plus entendre dans le milieu des évêques, notamment en ce qui concerne la gouvernance au Cameroun. On se souvient que des prélats ont pris la parole juste avant l'élection présidentielle. Certains pour appeler à voter contre Paul Biya. Vous vous souvenez du célèbre « vaut mieux le diable plutôt le diable que... » Et d'autres étaient plus diplomates, ce que certains ont associé à un soutien du régime. Un commentaire peut-être. Bien, ouvrons les yeux. C'est vrai que le Cameroun traverse une mauvaise phase de son histoire du point de vue des crises. Mais ce qui se passe au Cameroun avec la visite du pape, c'est moins grave que ce qu'il y avait. Je vais le dire comme ça, il faut que le Cameroun se fâche. C'est moins grave que ce qu'on a vu, par exemple, sur les pays voisins. Souvenez-vous simplement en 2023, bien qu'étant malade, le pape François, 2015, je pense, il va en Centrafrique, là où les anti-Balaka et les Séléka sont en train de déchirer le pays, en pleine guerre. Souvenez-vous, si j'ai encore bonne mémoire, du pape François toujours, en 2019 déjà, qui invite Salva Kiir et Riek Machar du Soudan du Sud, qui se met à genoux et baise leurs pieds pour mendier la paix. Comme quelqu'un. Et quelques temps après, ouais, pour mendier la paix, il faut aller là où il y a la guerre. Quelqu'un là n'est pas là où il y a la guerre. Le pape va se retrouver dans ces pays. Le pape va se retrouver dans ces pays, dont le Soudan du Sud, déchiré. Bon, on ne peut pas négliger le niveau de déchirure qu'il y a chez nous, mais quand même, humainement parlant, c'était pire au Soudan que ce que nous vivons aujourd'hui. Le fait que les évêques semblent, je dis bien semblent, avoir des points de vue peut-être qui ne vont pas toujours dans le même sens pour moi. Selon qu'on peut se trouver à Bamenda ou à Douala ou à Yaoundé. Ça traduit d'abord une certaine honnêteté dans l'annonce de l'évangile. Vous savez, nous avons une réalité devant nous. Chacun la voit selon son point de vue, c'est-à-dire où il se situe. Selon qu'il se trouve à Yaoundé, à Bamenda, à Douala. C'est de la même manière qu'on va regarder la visite du pape selon qu'on est chrétien, selon qu'on est marxiste, selon qu'on est de ceux qui peuvent faire la récupération. Oui, ça va dans tous les sens. Mais je leur ai dit, je me remets encore là sur les mots, d'ailleurs, du secrétaire de la conférence nationale, Monseigneur Paul Niara, et même de Monseigneur Andrew Key. Le pape vient au Cameroun, vraiment, c'est pour raffermir. C'est ça la mission première la foi. Du chemin. Raffermir les frères dans la foi. Parce que la foi, elle est troublée. Les Camerounais peuvent se dire que mais depuis nous prions,
Mais Dieu nous aurait-il abandonnés? On peut se le dire. Et puis pour avoir quoi? La paix. Ah, d'accord. D'abord, essentiellement. Parce que je veux parler comme le pape Pie XII. Sans la paix, nous perdons tout. Monsieur Maud vous taquine en vous disant que c'était Camerounais pris pour le changement de régime. Oui, mais le changement de régime va apporter Mais la paix. si le changement Pour de avoir la régime paix, il faut changer peut de être régime. un moyen pour la paix, pourquoi pas? On peut appeler à l'aide à Dieu pour toutes les situations. Donc, bon, j'ai entendu quelqu'un dire quelque part, c'était sur Radio Equinox, que le pape est venu donner le viatique, c'est-à-dire la dernière communion à ceux qui meurent déjà, peut-être pour les envoyer au paradis. C'était pour rire. Mais à la vérité, c'est mon message, que les Camerounais ouvrent leur cœur. C'est une grâce. On a souvent vu l'Église dans les milieux où il y a des conflits. Jésus-Christ lui-même est né en Palestine au moment où la Palestine est totalement sous la domination romaine. C'est de l'histoire. Totalement de l'histoire. Il est venu comme signe d'espérance. Et Dieu, qu'est-ce qu'il apporte dans le monde? Ne pensez pas que Dieu vient d'abord pour éteindre les fusils qui crépitent. L'Esprit Saint travaille d'abord dans le cœur des gens. Et lorsque le cœur de quelqu'un est converti, il peut comprendre que prendre la machette pour aller égorger son semblable, c'est quelque chose de terrible. Je ne dois pas faire ça. Vous comprenez? Il va le comprendre. Donc, il faut que l'Esprit Saint, on ouvre nos cœurs au souffle de l'Esprit. Très bien. Et il s'agit de désarmer nos cœurs, quel que soit le camp dans lequel on se retrouve. Je pense que c'est en cela que le message du pape aura un sens, que tous soient un. Et je crois que comme Camerounais, qui n'aimerait pas l'unité? Je crois que vous n'avez pas me refusé la parole. Vous savez que quelqu'un a dit sur ce plateau qu'en l'écoutant, il fait de l'évangile. Mais c'est vraiment de l'évangile. Mais je suis fait pour Parce ça, que c'est ma j'ai nature. l'impression que vous êtes coupé complètement des réalités. Attendez, je vais vous dire. Le pape est parti en Centrafrique, un pays qui est très chrétien. Est-ce qu'il a prêché la paix là-bas? La paix est revenue en Centrafrique après ça. Il y avait la guerre, entre les musulmans et les chrétiens. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est son discours qui a apporté la paix? Je vous pose cette question. Je ne peux pas dire la non. deuxième question, il est allé au Soudan. On a baisé les pieds du pape. Est-ce que c'est le pape qui a baisé les pieds des belligérants. Oui. Est-ce que c'est ça qui a apporté la paix? Je crois qu'il faut quand même de temps en temps revenir sur terre, vivre avec nos réalités. Les gens désertent parfois l'Église à cause de cette manière de survoler les réalités que nous vivons tous les jours. Non, c'est pas parce que quand vous prêchez l'Évangile, c'est parce qu'ils veulent proposer à Jésus Dieu va un ramener salut la paix dans le cœur des gens. Vous sortez de là, vous voyez des Camerounais qui vous regardent dans les yeux et qui vivent des réalités cruelles. Mais vous pensez qu'ils vont continuer de venir à l'église pour écouter un sermon qui est complètement déphasé avec des réalités? Non, monsieur Zavé, non, monsieur Zavé, je ne peux pas vous permettre de le dire parce que je suis en relation avec des confrères qui vivent au cœur de la crise anglophone. Quand vous dites qu'on prêche, non, on ne s'arrête pas à la prêche. Nous vivons les situations sur le terrain. Vous allez à Woum, vous allez vous rendre compte, vous allez dans le diocèse de Manf, vous allez vous rendre compte que sur bien des lieux, l'administration n'existe plus. Ce sont les prêtres qui font le relais même de l'administration. Et vous n'allez pas dire qu'il prêche un évangile qui est désincarné. Il est très, très incarné, cet évangile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de ses confrères sont enlevés dans cette zone, où les gens qui devraient être sur le terrain ont disparu. Vous ne pouvez pas le dire ainsi. Il y a des gens qui nous écoutent, qui vont se sentir très choqués, parce qu'ils savent que s'ils continuent à aller à l'école dans ces zones-là, c'est parce que des prêtres courageux ont ouvert les écoles catholiques quand on demandait de les fermer. Donc cet évangile, il est plutôt très incarné. Ce n'est pas des vues de l'esprit. Et le pape vient surtout parler aux gens là qui disent vous fermez les écoles, alors que l'école doit être... Vous avez bien dit qu'il parle à tout le monde. Ouais, et ceux qui font la guerre... Spécifiquement à ceux-là. À tout le monde. Voilà. À tout le monde. C'est spécifiquement à ceux-là qui pensent que la République n'a pas une certaine existence. Très bien. Affaire Anissé Canet, le rapport de l'enquête ouverte à l'inspection générale de la gendarmerie nationale, en même temps que l'autopsie médico-légale sur sa dépouille, conclut à une mort naturelle. C'est le contenu d'un communiqué de presse du ministère de la Défense rendu public le 24 février 2026. D'ailleurs, le jour avant la publication de ce communiqué, c'est-à-dire le lundi 23, le commissaire du gouvernement a ordonné la levée des scellés sur sa dépouille. 3 mois après le décès du leader du Manidem, le 1er décembre, son corps est mis à la disposition de la famille. Bédi Moko, vous êtes proche de la
la famille en tant que militant du Manidem. Je précise encore que vous êtes le secrétaire national à la communication du Manidem. On a échangé, vous et moi, il y a quelques jours. La famille n'avait pas encore récupéré le corps. Aujourd'hui, est-ce que le corps a été mis à la disposition de la famille? Est-ce que la famille est rentrée en possession de la dépouille d'Anissé Kane déjà? Non, la famille se prépare à le faire. C'est vrai que nous avons mené beaucoup d'actions. Quand je dis nous, le parti et la famille, Oui. est-ce que la levée de la restriction est le résultat donc, de toutes les actions menées? Je ne sais pas. Mais nous préparions le deuil sans avoir une... Aujourd'hui, vous avez une date finalement? Oui. Enfin, aujourd'hui, vous avez la dépouille finalement. Oui, voilà. nous avons la dépouille. Il y a une petite avancée et la famille s'organise pour aller prendre le corps, parce que là, au moins, c'est le domaine de la famille, pas le domaine du parti. Et je peux peut-être m'avancer que ce sera fait dans les tout prochains jours, mais je ne suis pas l'autre qui a des tout prochains jours qui n'arrivent pas. Quand moi, je dis... Est-ce que tu peux parler de ton ami comme fait la politique? Allez-y, Voilà, allez-y, monsieur Bédimon. Oui. Donc, oui, je peux m'avancer, c'est dans les tout prochains jours, on va le faire. Et on veut le faire de manière fastueuse à la dimension de la personne. Est-ce que la famille, jusqu'ici, oui. Est-ce que jusqu'ici, la famille parle d'une seule et même voix autour de ses obsèques? Jusqu'ici, est-ce que la famille d'Anissé Kane, je parle de sa famille biologique, je parle de ses frères et sœurs, je parle de son épouse, je parle de ses enfants, est-ce que jusqu'ici, la famille parle d'une seule et même voix? Vous parlez comme si vous avez entendu des rumeurs, mais non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème majeur. Nous, la famille politique, nous n'entendons pas de mauvais échos de la famille biologique, comme s'il y avait des problèmes. Non, tout le monde travaille en bonne symbiose. Et nous, du parti surtout, avec la famille, nous nous réunissons de manière assez régulière pour qu'il n'y ait pas de problème à l'organisation de ces obsèques et que ce soit quelque chose de bien coordonné. Et parce que nous les voulons vraiment à une certaine dimension, même à partir, parce que le premier élément, le premier volet des obsèques, ce sera le rapatriement du corps de Yaoundé et à Douala. Et à partir de là, nous comptons faire de ce petit événement seulement, c'est-à-dire le rapatriement du corps, un élément qui prouve qui donne toute la mesure de la dimension de la personne qui était Anissé Kane, c'est-à-dire le rang de héros national que l'opinion lui a donné. Nous comptons le manifester à partir de ce rapatriement de la dépouille. Et la présence des membres du gouvernement, est-ce que c'est réglé finalement? Est-ce que la famille et le Manidem sont prêts à recevoir des membres du gouvernement aux obsèques d'Anissé Kane? Non, nous ne voulons pas du gouvernement de manière officielle. Ça veut dire quoi exactement? Anissé Kane, tout le monde le sait, n'était pas seulement le président du Manidem. Je ne trahis pas un secret. Anissé Kane était un ami assez proche de Samuel Mout, qui est député RDPC. Je le confirme. Qui le confirme. Donc, Samuel Mout, ami d'Anissé Kane, bien que député du RDPC, est le bienvenu aux obsèques d'Anissé Kane, mais ce n'est pas le gouvernement qui serait le bienvenu. Voilà. Je crois qu'à partir de cet exemple, j'ai répondu à la question. Très bien. Père, avant Xavier Messi, qu'est-ce que vous pensez justement des conclusions de l'enquête du gouvernement au sujet de la mort du président du Manidem, Anissé Kane, mort naturelle? Mais ça me rappelle les conclusions de la mort de Monseigneur Bala, dont il parlait tantôt. Au Cameroun, on tue facilement les gens et on trouve aussi facilement les motifs pour lesquels ils sont morts. Vous savez que vous êtes tout aussi journaliste et que le Conseil national de la communication, en m'interpellant, vous interpellera certainement aussi. Oui. Des faits. Monseigneur Bala a été enlevé, torturé, assassiné. Ils l'ont balancé dans l'eau et ils ont dit qu'il est mort par noyade. Ça, c'est première chose. Donc, maintenant, pour le cas d'Anissé, ce que moi j'aurais souhaité pour qu'on reste dans la vérité, c'est que ceux qui l'ont enlevé à Douala pour l'amener à Yaoundé, qui reprennent sa dépouille de Yaoundé eux-mêmes, et qui viennent la déposer là où il avait pris. Pour rester logique dans ce qu'ils font. Tout porte, on ne peut pas quand même accepter que quelqu'un est presque mourant, on la lève comme un bandit de grand chemin, il meurt et on nie qu'il est mort là où non, c'est pas possible. C'est autant de choses, moi je pense que c'est autant de choses que le pape doit venir exorciser dans ce pays. Le mensonge institutionnel. Le mensonge institutionnel.
Et on s'accommode, n'est-ce pas, d'une danse macabre autour de quelqu'un qui est parti oubliant. C'est ceux qui souffrent directement de sa mort, au-delà de la figure politique qu'il est, c'est-à-dire, je vais dire, sa famille, ses enfants et autres. Ben, c'est criminel. Mais c'est vraiment, il faut vraiment désarmer les cœurs, parce que ces cœurs, ils sont tellement armés qu'on se moque de la douleur des gens. Moi, je suis gêné de parler, je suis quelqu'un qui accompagne les familles en deuil régulièrement. Je suis gêné de parler de quelqu'un qui est décédé dans ces circonstances, très troubles d'ailleurs. Donc la première parole aurait été que ces gens qui se confessent, mais qui demandent pardon pour ce qu'ils ont fait. Bon, maintenant, on a libéré le corps. Peut-être qu'on va abaisser quelques tensions avant que le pape n'arrive. On va délibérer quelques dossiers chauds. J'espère que peut-être dans les prochains jours, peut-être il y a quelques prisonniers politiques qu'on va peut-être relâcher pour détendre un peu l'atmosphère. Parce qu'on ne va pas venir, on accueille l'invité. Pendant ce temps, il y a certains de nos enfants qui sont attachés. On les entend, vous avez un invité chez vous. Il est au salon. Pendant ce temps, les enfants sont en train de crier dans la chambre. Donc, je crois qu'on va éviter un peu ce genre de scénario. Donc, mais une fois de plus, mes sincères condoléances à la famille de M. Anissé Ekane. Il est déjà parti. S'il a laissé des derrières volontés, qu'on essaye de les suivre, nous sommes des Africains, il faut suivre les volontés des gens. Et espérons que, comme nous avons l'habitude de dire dans notre langage, que le sang des martyrs est la semence d'autres chrétiens. Donc, les martyrs qui meurent pour les causes nobles, que leur sang fasse germer d'autres personnes qui auront le courage de parler en esprit et en vérité pour la transformation, pour la transfiguration des citoyens camerounais que nous sommes et pour un mieux-être, un mieux-vivre ensemble dans notre pays. Je pense justement qu'il sera présent à Yaoundé, lui le prêtre, il sera présent à Bamenda, il sera présent à Douala, parce que lui principalement, je pense que le pape doit beaucoup lui parler. Il doit lui parler de quoi? Il doit lui parler pour lui enseigner ce qu'est la République. Avec ses Xavier, il doit lui parler. Là, on accepte que le pape vienne dire des choses aux Camerounais. Quand il a parlé de la gouvernance, on dit qu'il ne peut pas venir derrière pour venir parler. Je serais très heureux, ce serait un privilège pour moi que le pape lui parle. Je suis très heureux d'ailleurs d'entendre Béni Moko dire que tu es en phase de recrutement et que tu vas finir dans le mandat. Bon, ok, puisque vous avez pris la parole sans que je ne vous la donne, est-ce que les conclusions de l'enquête diligentée par le ministère de la Défense, l'enquête ouverte à l'inspection générale de la gendarmerie nationale, est-ce que ces conclusions vous surprennent, Samuel Motte? Anissé Ekane, mort naturellement? Non. C'est des conclusions qui viennent d'une institution républicaine, Madame Nganze. Et de ce point de vue, je crois à la République. Je peux espérer qu'elle reflète la réalité. Après, maintenant, si vous m'apportez une preuve contraire, je peux vous assurer que je me mettrai dans le camp de Monseigneur Bakaba de Monsieur l'abbé pour pouvoir effectivement avoir un discours contraire. Pour l'heure, ce qui est regrettable, c'est qu'Anissé nous ait quittés. Ce qui est regrettable, c'est qu'Anissé lui-même a voulu que sa fin se décide. Je veux dire, quand vous dites que si vous aviez des éléments contradictoires, le fait par exemple que contraire. Le fait par exemple que ces avocats aient pendant longtemps décrié l'absence de son extracteur d'oxygène. Est-ce que ce n'est pas un élément contraire finalement à... Est-ce que ça ne vient pas contredire la thèse de la mort naturelle? Non, pas du tout. Pour quelqu'un qui avait des problèmes respiratoires. Non, là par contre, non. Non. C'est pas mort naturelle, mort par accident, mort par fusillade, c'est deux choses différentes. Vous pouvez mourir par mort naturelle parce que vous n'avez pas été soigné dans les conditions idéales. Vous pouvez mourir par mort naturelle parce que vous n'avez pas été assisté lorsque vous étiez à l'hôpital. Vous pouvez mourir par mort naturelle. Donc, de ce point de vue, en réalité, c'est une mort naturelle. Ce n'est pas une mort qui est causée par autrui. Après, maintenant, vous voulez faire des extensions en disant l'ayant privé de son extracteur. Je pense que ça a pu précipiter ces jours. C'est une possibilité à laquelle je ne souhaiterais pas m'engouffrer.
Cela dit, En fait, vous êtes dans un conflit avec vous-même entre l'ami qui essaye de parler, le militant politique. Je voulais parler effectivement de l'amitié. Oui. Pour pouvoir le dire à Anissé Ekane, je lui ai dit, compte tenu de ton âge, compte tenu de la pathologie qui est la tienne, essaye un peu de prendre du recul. Et je peux vous assurer que je parle de la République, je ne parle pas nécessairement de l'amitié. Parce qu'il y a quelque chose qui est souvent évoqué dans la place publique. De mon point de vue, il n'y a pas une contradiction forte entre les nécessités de maintien de l'ordre public et les droits fondamentaux. Anissé Ekane, c'était principalement un défenseur des droits fondamentaux, qui consiste à dire, j'ai le droit de parler. Mais de ce point de vue-là, j'ai besoin d'agir. J'ai besoin de dire telle ou telle chose dans la place publique. Mais Madame Ganze, mettez-vous à l'esprit que ces droits fondamentaux-là ne peuvent pas avoir une application forte s'il n'y a pas un maintien de l'ordre public à la base. Les droits fondamentaux se nourrissent de l'ordre public. Dans le cas de ce qui s'est passé là également, j'ai considéré que c'était un incident malencontreux. Et de toutes les façons, je peux vraiment m'en amuser. S'étant illustré toute sa vie comme étant un combattant de la liberté, je pense également que mon ami rêvait de mourir les armes en main. Et de ce point de vue-là, effectivement, je peux regretter qu'il soit mort dans ces conditions-là. On aurait pu peut-être faire l'économie de l'arrêter, mais les nécessités de maintien de l'ordre public ont commandé à un moment donné, pour les gens qui l'ont fait, de lui faire une certaine, comment dirais-je, entrave à sa liberté d'aller et venir. Ça, c'est la République qui fonctionne comme ça. Est-ce qu'on peut fonctionner autrement? C'est possible. Je voudrais tout simplement vous dire une chose, là également pour pouvoir terminer sur le sujet. Oui. Il y a quelque chose qui est universel, ce sont ces droits fondamentaux dont nous parlons. Déclaration de l'homme et du citoyen, nous sommes en 1789. Déclaration des droits universels des droits de l'homme en 1947 par l'ONU. Ça, au moins, c'est un invariant. Je n'ai pas le droit de tuer Xavier Messé parce que il a le droit à la vie comme moi. Je n'ai pas besoin de bannir. Et vous avez le droit, vous avez le devoir de porter assistance à Xavier Messé s'il est en situation. Oui, justement, mais j'en viens. C'est pour cette raison-là également, par contre, la mise en œuvre des techniques de l'ordre public, là par contre, on sort de l'universalité. Selon que l'État est fragile ou pas, il y a un certain nombre de choses qu'on va tolérer et d'autres que l'on va bannir. Très bien. Et donc, les conditions de maintien de l'ordre telles qui sont appliquées chez nous, très souvent les gens se sont dit, ah, non, la République du Cameroun, c'est une république à part. Non, c'est l'environnement qui pousse un certain nombre de personnes à envisager un certain nombre de mesures. Ce qui est peut-être toléré ailleurs ne sera pas toléré au Cameroun. Ce qui est toléré au Cameroun peut également ne pas être toléré ailleurs. Mais, de mon point de vue, ne perdons pas l'idée que nous n'avons pas de droits de l'homme si le maintien de l'ordre public n'est en une minute, avant Xavier Messé, en une minute, parce que Xavier Messé... Oui. Deux choses que l'honorable vient de dire là. Il a dit tout à l'heure qu'il a dit à son ami Anissé Ekane que compte tenu de son âge, il faut qu'il se retire. Pas de l'âge, de sa pathologie surtout. Je voudrais que les mêmes mots, il les répète la pathologie. À qui vous savez. De la pathologie, je préfère qu'il répète les mêmes mots à qui vous savez. Compte tenu de ton âge, il vaut mieux que tu te retires. Mais bon. Et puis, moi, je n'accepte pas qu'on dise que, justement, qu'Anissé Ekane n'aurait pas dû. Donc, il a choisi. Non, dire de quelqu'un qui est mort dans ces conditions, qu'il a choisi d'aller mourir là. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Parce que. Oui, bon, enfin, oui, un peu comme si. Comme qu'il a cherché un peu ce qui lui est arrivé. Non. Ce qui lui est arrivé parce qu'on a arrêté quelqu'un qui a 74 ans, le transférer à Yaoundé dans des conditions inimaginables, encagoulé, pour quelqu'un qui avait effectivement cette pathologie au niveau de la respiration, encagoulé dans une voiture de gendarme. Encagoulé vraiment? Oui, encagoulé dans une voiture de gendarme. Il lui a été refusé d'un arrêt pour se dégourdir les jambes quand on sentait que le sang affluait. Mais vous savez que quand il est arrivé à Yaoundé, il a dit que je ne me remettrai pas de ce voyage. Les conditions de détention. Le refus qu'il aille vers un centre de santé spécialisé. Voilà tout le faisceau qui conduit à ce qu'ils appellent aujourd'hui mort naturelle. Et vous savez que dans le texte du porte-parole de l'armée, quand il dit
conditions naturelles, c'est après avoir dit qu'on n'a découvert aucune lésion traumatique. Exactement. Voilà. Donc, on ne l'a pas tapé. Non, on ne l'a pas tapé, les morts de mort naturelle. Donc, la mort naturelle arrive après les conditions d'arrestation, de transfèrement, de détention, donc ça, de le communiqué privation. ne le dit pas. Oui, non, c'est moi qui explique pourquoi on arrive donc à la mort. La mort arrive à partir des conditions d'arrestation, de transfert, de détention, de privation d'accès aux soins. Xavier Messé, autopsie d'Anissé Ekane, la vérité étouffée, titre le journal Le Messager. Même la mort est étonnée, ironise le Popoli. Mort naturelle circulée, écrit Mutation. Comment est-ce que vous analysez la polémique liée finalement aux conclusions de cette enquête? Vous savez, tout à l'heure, le prêtre a dit, parlant de Monseigneur Balaki, dont j'ai suivi un peu l'évolution de sa disparition, et il a cité un procureur de la République qui a produit un communiqué disant que Monseigneur Bala est mort de suite de noyade. Et il y a un deuxième communiqué qui avait suivi qui disait que qui était un peu en contradiction avec le premier. Il disait que les enquêtes se poursuivent et qu'on rendra compte, on rendra public les résultats de cette enquête plus tard. Bon, vous voyez, c'était déjà une contradiction. Cela veut dire que les pouvoirs publics ont l'habitude de préparer une version de fait quand il y a des situations compliquées. Et cela se reproduit en ce qui concerne le Canet, dont on savait il était malade, comme l'a dit le camarade. Les conditions dans lesquelles il a été interpellé à Douala, les conditions de voyage, les conditions de détention ne lui ont pas permis. Tout le monde savait qu'il allait. Le ministre a dit qu'il savait qu'il n'allait pas survivre à tout cela. Bon, maintenant, qu'on produise un communiqué de ce genre et que on accepte de remettre le corps à la famille. Moi, je crois que ça, c'est le plus important, remettre le corps à sa famille. J'ai l'habitude de dire avec un peu de sentimentalisme que des gens qui posent des actes de leur vivant, parce qu'ils ont une certaine autorité, ils ont un niveau de responsabilité qui leur donne le pouvoir de poser certains actes, il faudrait qu'ils aient un tout petit peu d'humanisme quand ils posent ces actes-là, parce qu'aucun de nous ne sait comment il va quitter ce monde. Il ne sait pas comment il sera traité, mais pendant que vous êtes un responsable, quel que soit le niveau que vous occupez, ministre, tout ce que vous voulez, il faut être un peu humain. Parce que si ce n'est pas vous, les membres de votre famille, vous ne savez pas comment ils vont quitter ce monde et comment ils seront traités. Et lorsqu'on pense que la vie est très très chère, il faut respecter ceux qui nous quittent. Et quand quelqu'un présente des conditions difficiles de vie, il ne faut pas du tout l'accompagner pour abréger son séjour sur Terre. Et je crois que ce que nous vivons, ici j'ai dit d'entrée de jeu, ici on a cité un certain nombre de prêtres dont on a supprimé la vie. Et on a continué avec le cas douloureux de Monseigneur Bala. Et quand on est malade, on le sait, quand quelqu'un est malade comme ça, et on connaît sa résidence, on connaît, c'est pas un voyou, on sait où le repérer. Alors, quand vous le prenez de cette manière, vous le détenez de cette manière, ça veut dire que vous le poussez vers une mort qui n'aurait pas dû se passer dans ces conditions-là. Et c'est ça le côté qui me peine le plus. Et que, de peur de me répéter, il faut que ceux qui ont le pouvoir et qui ont la possibilité de détenir, de prendre des décisions pour les autres, il faut qu'ils fassent très attention et qu'ils aient un cœur quand même. Et c'est là où j'interpelle. Il faut qu'ils aient un cœur plus humain. Très bien. Donc, alors, nous, comme je dis toujours, nous, ce n'est pas l'angélisme, ce n'est pas le cœur qui va changer, mais ils vont être poursuivis. Tous ceux qui ont été dans cette chaîne à partir de l'arrestation et tout ça. C'est la République. Oui, ils vont être poursuivis parce que la famille a déjà déposé une plainte par rapport à cela. Très bien. Au-delà, Padré, au-delà de la conclusion mort naturelle, les débats portent aujourd'hui sur les conditions de détention finalement au Cameroun des grandes figures de l'opposition. Vous le disiez d'ailleurs il y a au moment où on parle finalement, où on discute sur ce plateau, de nombreux prisonniers, de nombreuses personnes interpellées après les crises post-électorales, que ce soit de 2018 comme Bibou Nissak, ou même de 2025, comme Parfait Voum que nous avons parfois reçu sur ce plateau, ou même encore du Kamchamini que nous avons reçu sur ce plateau parfois, restent incarcérés. Mais nous-mêmes, nous vivons dans les prisons, nous qui sommes déjà dehors.
je vous dans les quartiers où les gens sont même déjà prisonniers. Prisonniers des situations sociales. Je suis à Bonamoutongo. Là-bas, pour y arriver, allez voir l'état de ma voiture. Elle était quelque chose il y a 4-6 mois. Je ne sors même pas tous les jours. Il y a une prison. Il y a trop de prisons au Cameroun. J'ai eu à visiter plusieurs fois les prisons, que ce soit la nouvelle prison de Ngouma, à PK-17 là-bas, dans le cadre de la pastorale. En tout cas, je m'adresse d'abord aux jeunes. Faites tout pour ne pas aller en prison. Faites tout pour ne pas aller en prison signifie ne faites pas du vandalisme. Ne volez pas. Je m'adresse aux jeunes qui sont venus voler les appareils de sonorisation dans mon église dimanche dernier. Ne volez pas. Parce que la prison, si nous qui sommes dehors, nous vivons déjà dans la prison des poubelles, des mauvaises odeurs, des maladies. La prison de l'obscurité des néos. Nous vivons ces prisons-là déjà. Imaginez ce qui peut être là-bas, à Neubel, à Kondengui, au CED ou à Ngoma. Faites tout pour ne pas aller en prison. Bon, les plus chanceux, quand ils ont passé 20 ans, ils peuvent revenir, on les célèbre. Peut-être parce que comme ils avaient beaucoup de milliards, peut-être ça les a aidés à se maintenir. Mais pour vous autres, qui n'avez rien, débrouillez-vous pour être des citoyens honnêtes, de telle sorte que, bon, si par malchance ça vous arrive, vous allez en prison innocemment. Parce qu'il y a aussi des innocents qui sont en prison. C'est la première chose. Tant qu'à faire, même à l'extérieur, ils sont en prison, tant qu'à faire, il vaut mieux aller en prison. Non, Non, l'autre est pire. Ngoma et Kondengui sont pires que Bonamoutongo. c'est pire que Bonamoutongo, parce que là, Bonamoutongo, c'est un avant-goût. C'est un avant-goût. Donc quand je vois ce qu'il y a dehors, comment les gens sont emprisonnés partout, les prisons elles sont multiples, c'est l'obscurité, on ne peut pas avoir le courant électrique 24 heures. C'est impossible. Mais monsieur Nous l'abbé, n'en parlons plus. pour mettre de l'eau dans votre moulin, vous avez même parlé des prisons physiques, mais vous savez que les prisons mentales, Elles sont terribles. les prisons mentales sont les plus dangereuses. C'est la restriction des libertés, la restriction Même la prison de la drogue qu'on possibilité évoquait de tantôt. penser. Il y a trop de prisons. Donc mon conseil, c'est que, chers citoyens camerounais, toi qui jouis encore de cette liberté qui est déjà restreinte, étant à l'extérieur, débrouille-toi pour être honnête, pour ne pas aller à Ngoma ou à Kondengui. Parce que ce que nous vivons là chaque jour, c'est un avant-goût. Là-bas, c'est pire. Je suis entré dans les chambres des prisonniers. Mais Leila, vous savez, Alors, j'ai oui. vu en 1983, 84, 82 déjà même, quand le chef de l'État arrive au pouvoir, je vous assure que j'ai vécu une joie immense pendant au moins 2 ans. Je me suis dit, ouf, on a tout. On a un président jeune, on a un président instruit, on a un président qui a fait des humanités, on a un président qui connaît les rois de son pays, il a toujours servi ce pays, connaît. Nous allons prendre un envol du coup. Mais lorsque j'écoute sur un plateau ce genre de propos, que je vis aussi, je me demande, j'ai envie de poser la question aux députés, comment en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pose pas la question, Ouais, parce que ce n'est pas à moi de poser les questions. Non, mais ouais, pourquoi on en est arrivé là? Après, maintenant, ça risque également rentrer dans ce que j'appelle le relatif de l'appréciation. Je ne suis pas sûr que nous soyons au fond du gouffre. Nous avons des difficultés du quotidien. On va encore s'engouffrer davantage. Nous avons des difficultés, comme nous avons des difficultés du quotidien, mais dans quelle vie on n'a pas de difficultés du quotidien? Quand vous regardez la dynamique de développement d'une nation, vraiment, je ne suis pas sûr que nous soyons à plaindre. Après, maintenant, effectivement, je reviens là-dessus, il y a de temps en temps des gens qui sont laissés sur le carreau parce que ils n'ont pas pu attraper le train de développement, de la croissance. Il y a également des gens qui peuvent être considérés comme étant de laissés pour compte. Mais je ne suis pas sûr que la situation telle qu'elle est décrite par M. l'abbé, c'est une situation aussi désespérée. Mais également, là, quand je vous parle de ça, quand je parle de cette façon-là, ce n'est pas le militant qui parle, c'est l'individu qui est également intégré à l'intérieur de la société, qui a eu un certain parcours de vie et qui peut également témoigner de ce que, effectivement, on en aura toujours. Et tant mieux d'ailleurs qu'on en ait, parce que la notion de joie même, on ne la persévère plus. C'est parce que nous triomphons de nos difficultés du quotidien de temps en temps qui jonchent notre parcours, que nous pensons être étant des hommes. Après, maintenant, vous avez messieurs, nous pouvons rêver d'un monde
comme celui qui avait été à l'époque annoncé par Karl Marx, il n'a jamais eu lieu. Même dans les pays communistes, il y a des laissés pour compte. La réalité, justement, quand il dit que je parle aux jeunes, il faut parler aux jeunes pour les parler pour les présenter la vie telle qu'elle est. Parce que quand vous les versez dans un certain idéalisme en disant qu'il y aura de l'emploi pour tout le monde, il y aura la santé pour tout le monde, il y aura tout pour tout le monde, tout sera gratuit dans un monde, je ne sais pas moi, de clips dans les séries. Samuel Motte, est-ce que vous êtes en train de dire aux jeunes de ne pas s'engager politiquement pour ne pas aller en prison? Non, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, pas du tout. Bien au contraire, je crois que notre vie politique a besoin de densité où on aurait effectivement un parti qui serait au pouvoir avec des partis également à côté qui challengent. Et donc, de ce point de vue-là, tout à l'heure, il m'a pris sur Anissé Kané. Non, son combat était noble. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on commençait nos discussions, il n'y avait rien qui pouvait nous arrêter parce que là, au moins, on échangeait. Mais la situation, la société elle-même, elle est complexe. La vie dans laquelle nous vivons, elle est contrastée. Et la réalité est que ce que nous devons également dire aux jeunes, c'est que la vie telle qu'elle passe aujourd'hui, que l'autre la considère comme étant un enfer, va aller en se complexifiant. Et donc, il faut batailler pour ne pas être dressé sur le carreau. Il faut être ingénieux, il faut être tenace, il faut s'accrocher pour pouvoir essayer de trouver, je sais pas moi, un peu d'oxygène, d'aération dans son parcours. Monsieur vous allez lui répondre. D'abord ma question. C'est ça. Les gens qui serrent les ceintures, c'est même ça le discours illusionniste. Il n'est pas du tout. Parce qu'en même temps qu'on le dit, nous on est assis, on se la coule très bien. On voit des gens qui sont en prison, qui boivent du champagne en prison. Les mêmes gens. En prison, comment on va convaincre les jeunes avec ça? La vie également, monsieur l'abbé, la vie également fonctionne avec des symboles. Hein. Quand pour vous le symbole, c'est le gars qui boit le champagne en prison et ou dans une salle d'audience, parce qu'on a vu quelqu'un boire du champagne dans une salle d'audience. Un phénomène qui, de mon point de vue, est un phénomène marginal, et que lui met les projecteurs là-dessus, je considère qu'il a un discours de C'est moi qui ai filmé ça et envoyé la norme au Cameroun, ce n'est pas comme boire du champagne en prison. Ou dans une salle d'audience. Ou même dans une salle d'audience. Et après, quand on voit ça, on ne fait rien. Et je considère pour ma part que c'est un fait marginal de société. Mais ce que M. Labbé dit, c'est que c'est un fait marginal qui devrait peut-être être sanctionné. Parce que ces images ont été publiées, elles ont circulé. Ils sont au tribunal, c'est une sanction. Alors, je suis un militant de RDPC. Je peux vous assurer que des rares fois, on m'a servi quelques convocations, je les ai prises en tremblant. Le simple fait d'être cité dans une affaire, c'est une forme de sanction en ce qui me concerne. Le simple fait également de se trouver alors entre quatre murs, c'est une sanction. Le simple fait de se trouver dans un tribunal, je considère que c'est une sanction et c'est ce message-là qu'il faut passer aux jeunes. Monsieur Bedimo, depuis le décès d'Anissé Kané, on a deux récits qui s'opposent. Il est porté et célébré par beaucoup de Camerounais comme étant un martyr. Et en face, on a des autorités dans le MINAD qui s'opposent de façon virulente à ce discours. Comment est-ce que les obsèques d'Anissé Kané se présentent dans ce face-à-face? Je veux dire, obsèques d'Anissé Kané, test politique majeur? Oui. Oh. Oui, ces obsèques seront un test politique majeur. Ces obsèques seront l'occasion de voir que l'opinion ne se trompe pas et l'opinion célèbre ceux qui méritent d'être célébrés. Parce que héros, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas le ministre qui décrète qu'on est héros. J'ai vu le Cameroun, à une époque, a réhabilité des figures, le bourreau et la victime en même temps. Bon, c'est pas à travers un décret. C'est l'opinion, c'est un fait marquant de l'opinion. Et on verra, bon, vous savez, nous sommes dans un régime totalitaire où la seule personne qui a à célébrer, c'est son Excellence, le président Paul Biya. Si. Quand on vous regarde fonctionner, c'est l'image, c'est l'effigie du président. On va dire démocratique. C'est la seule personne qui mérite d'être célébrée dans le pays.
vos comportements, Samuel, le jour où votre télé surtout, le jour viendra, vous, la télé d'État, le jour viendra vous faire une interview dans votre bureau, vous allez vous battre pour trouver la photo de Paul Biémetre derrière. Bon, ça veut dire que... Pas déjà vérifier si elle y est. Très souvent, j'ai reçu des interviews, la photo n'y est pas. Oui, parce que... Par contre, dans les c'est ça que j'appelle... Dans les bureaux officiels, les symboles de la République, vous dites... Oui, là, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais, sauf quand on commence à en faire un fétiche. C'est un article de la Constitution. Oui, la photo là, c'est un peu comme un fétiche. Bon, pour revenir... C'est également une liberté d'opinion. Ils sont libres de le faire. Je ne sais pas ce qu'il y a une... Donc, je prenais cet exemple pour dire que le pouvoir va tout faire pour relativiser les obsèques d'Anicet. Parce que même mort, on sait que c'est un pouvoir qui a peur même de son nombre, hein, il a peur de toute figure qui peut s'élever. Si vous n'aviez pas peur de votre ombre, vous n'auriez pas confisqué la dépouille pendant un certain temps. C'était par peur de ce qu'il peut y avoir derrière comme manifestation si on libère le corps immédiatement. Mais il y en aura. Ce n'est pas des manifestations violentes. Parce que vous allez donc en fait, le corps a été retenu pour que le temps apaise les cœurs des uns et des autres. C'est-à-dire, sous le choc là, ils se sont dit que si on donne ce corps-là maintenant, les esprits sont encore réchauffés, il sera facile de faire des mobilisations qui vont peut-être venir nous renverser. Oui. Combien de mois pour que les choses se calment, pour venir pondre le... Donc, les déclarations de ces ministres et tout ça, bon, on sait ce que c'est. Et on voit le bras séculier, ce quand on déclare que non, ce n'est pas un héros, c'est les Américains qui disent que c'est un héros, ainsi de suite. Bon, parce qu'on refuse toute figure qui peut être une figure nationale, qui peut être une figure célébrée en dehors de celle du chef de l'État. C'est comme ça qu'on peut expliquer. Parce que quand vous dites à deux vitesses, le pouvoir va tout faire. Quand vous regardez le réseau de relations qu'Anicet et Kane avaient dans la République, c'est une forme de célébration. Pourquoi vous voulez absolument vous mettre... Après, maintenant, je vous reviens là-dessus. Entre la nécessité de maintien de l'ordre public et ce que nous voulons exprimer dans la place publique, il n'y a pas nécessairement une contradiction, mais il y a un qui vivra grâce à l'autre. Vous savez que le maintien de l'ordre public, c'est tout ce qui va contre vous. Hein. C'est ça devient, c'est trouble à l'ordre public. C'est toute opinion qui s'exprime contre vous est un trouble à l'ordre public. C'est pas ça. Oui, c'est pas ça la preuve au sortir d'ici, on ne va pas t'arrêter, mon cher frère. Là, on est en pleine contradiction, non? Très bien, poursuivez, M. Bédimo. Mais pour ce qui pourra perturber... Non, parce que pour répondre à votre question, si ce ne sera pas quelque chose à deux vitesses, j'essaie de vous expliquer que l'opinion, elle a fait son choix. D'ailleurs, le courant d'opinion, on l'a vu depuis le 12 octobre, un courant d'opinion qui est largement favorable à l'opinion. Et ce courant d'opinion va donc s'opposer à ce que le régime voudra qu'il n'y ait pas cette célébration-là. Donc, il va tout faire pour relativiser. On va tout faire pour relativiser avec les moyens qui sont les leurs. Tu me rappelles encore, il y a une phrase célèbre, 200 manifestants selon les organisateurs, 50 pour la police. Oui, bon, ça se passe. C'est en France que ça se passe souvent. Et entre le 23 février, M. Bédimo, entre le 23 février et le 1er mars, je veux dire, 23 février, date à laquelle les autorités ont permis à la famille de rentrer en possession du corps. Entre le 23 février et le 1er mars, qu'est-ce qui a avancé justement dans les obsèques, la préparation des obsèques d'Anicet et Kane? Vous dites, une plainte a été déposée contre toutes les personnes... oui, bon, elle est publique, elle a été... Oui. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a des dates qui commencent à être arrêtées pour ce qui est du retour du corps dans la capitale économique, par exemple? Oui, je vous ai dit tout au moins pour le retour du corps, c'est dans les tout prochains jours. Bon, mais maintenant, tout le reste, vous savez que c'est des obsèques. Nous sommes approchés par tout le monde, au niveau national, au niveau international. Donc, il faudra essayer de coordonner tous les calendriers, tous les programmes, et ainsi de suite. Il est difficile, là, aujourd'hui, de commencer à dire que ça se passera comme ceci ou comme cela, mais beaucoup de réunions se fassent. L'organisation est en marche pour que ces obsèques aient la dimension que nous voulons qu'elles aient. Et surtout que ce soit le départ pour faire bouger les lignes. Parce que tout ce que nous voulons, c'est que les Camerounais peuvent se mobiliser, tous, les Camerounais de toutes les régions, peuvent se mobiliser pour une cause. Et cette dimension-là, nous voudrons la mettre en exergue. On sait qu'il est de bonne guerre de réduire chacun dans sa sphère ethnique, géographique et ainsi de suite. Nous sommes approchés par tout le monde. Anicet et Kane avaient
dimension transpartisane, transethnique. C'est pour ça qu'il a des amis dans le RDPC comme Samuel Moto, et beaucoup d'autres encore. Hein. Bon, ça lui a même valu beaucoup d'accusations, mais il se disait non, chacun peut être dans son camp, nous sommes tous Camerounais, nous sommes des amis, nous partageons un peu une discussion, même si, mais eux ils le savent, même les amis le savent, qu'ils pouvaient être de bons amis dans le civil, mais quand il s'agit d'une discussion politique, là, ça bataille ferme, ça se cogne fermement. Vous parlez de réduire les Camerounais à leur coloration ethnique. Il y a donc cette hypothèse, ce vœu émis par Anissé Kané. On en a longuement parlé, que ce soit dans la presse, que ce soit sur les plateaux de télévision, parce qu'il a affirmé publiquement. Anissé Kané disait vouloir être enterré dans la région de l'Ouest, aux côtés de celui qu'il considérait comme son mentor, Ernest Ouandé. Est-ce que cette hypothèse est... je veux dire, est-ce que au niveau de la famille biologique, famille politique, est-ce que vous prenez en compte cette volonté il faut commencer par expliquer aux Camerounais ce Ernest Ouandé qui revient tout le temps dans la vie politique d'Anissé Kané. Bon, très rapidement, ça a été beaucoup dit. C'est un garçon de 20 ans qui va livrer un match de football avec son collège à Bafoussam et qui voit l'instrumentalisation d'un... comment on va appeler ça? Je voulais dire assassinat. Bon, mais c'était un assassinat. Hein. Et il voit quelqu'un qui arrive tout fièrement, qui refuse qu'on lui bande les yeux. Bon, il faut saluer l'éveil politique d'un garçon de 20 ans qui a le courage de se poser des questions. Mais qui c'est que ces messieurs-là? Et c'est comme ça que l'étincelle politique naît dans le cerveau. Nous avons l'habitude de dire que ce monsieur qu'on a fusillé ce jour, sûrement son âme est partie de son corps. La semence. Oui, et est allée créer cette semence dans la politique. Parce que pour ceux qui le connaissent en privé savent qu'à l'évocation seulement de ce nom, il était transfiguré. Donc le courage politique, la vision politique d'Ernest Ouandé ont toujours habité Anissé Kané et il en a fait son mentor pendant toute la vie. Bon, on voit aussi pourquoi on relativise la mémoire d'Ernest Ouandé à le confident de ceci. Certains disent qu'il était un bandit. Bon, mais ça, nous mettons ça dans le cadre de l'inculture politique. Parce que ici, quand on a vraiment la culture politique, quand on a lu l'histoire du Cameroun à cette époque-là, on ne peut pas attribuer ces mots à Ernest Ouandé. Donc, qu'est-ce que nous, comme parti, on va dire, vouloir être enterré donc auprès de ce monsieur? On comprend ça. Je voulais expliquer pour ceux qui n'avaient peut-être pas toute la compréhension pourquoi Anissé peut demander d'être enterré auprès de son mentor politique de tout le temps. Et c'est lourd de symboles. C'est lourd de symboles parce que c'est ça qui met encore en exergue la dimension transethnique, transpartisane de l'homme. Vous voyez quel choc ça peut faire dans la mentalité des gens au moment où le Cameroun traverse une crise extraordinaire de tribalisme, où tout est tribalisé. On a encore vu dernièrement comment une querelle dans un couple est devenue une affaire entre deux tribus. Le chanteur et sa compagne qui se sont querellés, qui ont déjà vu des vidéos. Et c'est devenu carrément une querelle. Et donc, est-ce que vous envisagez cette hypothèse? Bon, donc, je souligne d'abord la dimension politique que... oui, des symboliques que ça peut avoir d'être enterré là-bas. Bon, la dernière décision est à la famille, mais pas au parti politique que je représente. Très bien. Alors, on va sortir de ce sujet avec vous, mon père. Quel pourrait être le symbole derrière la mise en œuvre d'un tel vœu, de la volonté d'Anissé Kané, dans un pays où beaucoup décrivent au quotidien la pratique du tribalisme? Être enterré dans la région de l'Ouest, aux côtés d'Ernest Ouandé. Voilà notre prison dans laquelle nous devons tout faire pour ne pas plonger, celle du tribalisme. C'est ça que j'ai appelé les prisons mentales, qui étaient plus fortes même que les prisons physiques. Oui. C'est un symbole fort d'unité que M. Anissé Kané ait demandé à être enterré à côté d'Ernest Ouandé. Donc pas dans son savant natal. Mais pour moi, ce serait un geste formidable. Et je crois que l'histoire ne fait que commencer. Peut-être viendra un jour où on va réellement célébrer tous ceux qui sont des vrais héros nationaux. On pourra enseigner ça à la postérité. Et ce geste, s'il est posé et respecté, qu'il soit vraiment de volonté de M. Anissé, on en parlera bien longtemps encore.
Très bien. La toile et les réseaux sociaux en émoi devant l'affaire Miss Cameroun pour dire en fait que plus rien ne va entre le Comica en charge de l'organisation de ce concours de beauté et la Miss élue en juillet 2025. D'ailleurs, elle vient d'être destituée. Elle a perdu ses attributs au profit de la première dauphine. C'est le sujet sur lequel on sort. Xavier Messé, quel est le regard que vous portez sur ces scandales autour de notre concours de beauté? C'est un monde de people, on en trouve un peu partout. Et les histoires qui sont tissées autour de ce monde de people, ça nous amuse parfois. Et parfois, ça tourne au drame. Madame Ingrid Solange Amougou, c'est une grande femme qui... C'est elle qui a donné de la valeur à ce comité, à cette activité de l'élection Miss. Elle en a fait vraiment une activité personnelle au point où elle s'identifie à cette activité-là. On la voit partout, elle est combattue, peut-être qu'elle a ses défauts, elle a ses pratiques, mais ça reste également un monde clos. Parce que lorsque une Miss est élue chaque année, on lui fait signer un contrat avec des clauses. Elle doit faire telle chose, elle doit faire telle chose, on ne dit pas tout ce qu'elle doit faire. Et puis, il y a parfois des filles qui sont sorties des familles suffisamment puristes et qui, certaines clauses qui sont dans ce contrat-là ne leur conviennent pas. Et quand elle est déjà élue... Je note que vous dites qu'il y a des filles qui sont sorties des familles puristes, essentiellement puristes, et que des clauses dans ces contrats-là ne leur conviennent pas. Certaines clauses dans ce contrat-là, ça ne leur convient pas. Mais une fois élues Miss, elles ont signé, elles sont soumises au respect de cela. Et donc, ce qui a fait que la plupart du temps, les Miss Cameroun n'arrivent pas au bout de leur contrat qui dure 1 an. La plupart n'y arrivent pas, d'autres traversent 1 an allègrement. Et je peux dire que le cas de la récente Miss rentre dans ce clause-là qui sont pas acceptées par tout le monde. Et ça fait des palabres à rebondissement, au point où le gouvernement camerounais, vous vous rappelez, à une année, là je crois que c'était en 2017, avait dessaisi Madame Amougou de cette activité. On a confié au ministère des Arts et de la Culture, mais je ne sais pas par quelle alchimie, c'est revenu à Madame Amougou. Elle a repris cette activité en 2018, elle a repris. Au point où, celle-ci, la belle-fille, elle est très jolie, la belle-fille de l'extrême nord, là, je crois qu'elle peut même être élue Miss Monde, hein, parce qu'elle est très jolie. Bon, ça ne s'est pas bien passé. Et nous, on pensait que vraiment, elle allait... Et Madame Amougou a été traitée de tous les noms dans les réseaux sociaux. J'ai lu des choses abominables sur elle. Et nous lui avons ouvert une porte. On lui a dit, Madame, vous êtes une femme respectable. Venez présider le jury de l'élection de Miss Mbam. Elle était au festival Mbam Art. Et elle a été ovationnée. Elle a fait une prestation vraiment respectable. Et je crois que c'est une femme moi, je serais pour qu'on ne lui enlève pas ça. Pourquoi ? Parce que ça lui convient. Vous savez, Madame Amougou, je ne sais pas si vous avez lu l'histoire de Madame Geneviève Fontenay en France. Et quand vous regardez les photos de Madame Fontenay, vous regardez Madame Amougou, elle a copié cette femme jusqu'au comportement vestimentaire. Elle ne met pas beaucoup de chapeaux comme Madame de Fontenay. Si, tous ces derniers temps, elle a un chapeau. Mais madame, je vous prie de me croire parce que elle a passé 48 heures à Bafia. Elle avait des chapeaux qui ressemblaient au chapeau de madame de Fontenay. Ça, elle les portait assortie avec sa robe. C'était cela. Donc moi, je pense qu'il faut que l'État prenne une décision ferme une seule fois. Créer une société qui va... Parce que la Miss, c'est aussi le prestige du Cameroun. C'est aussi un attrait touristique. Hein? C'est un attrait touristique. C'est la beauté du Cameroun qu'on exporte. Et c'est le nom des Camerounaises qu'on met en public. Il faudrait que l'État reprenne ses responsabilités, crée une société au sein de laquelle peut-être Mme Amougou jouerait un rôle, mais sous le contrôle total de l'État. Monsieur l'abbé veut s'exprimer avant Samuel Motte sur la question. La première chose, c'est que notre État, là, il ne sait plus prendre les décisions fermes depuis longtemps. Par exemple, décision ferme de remaniement, ça n'arrive pas. Quand il s'agit de destituer une jeune, on le fait rapidement. Très rapidement, mais quand il s'agit quand il faut destituer les gens qui ont détruit la nation, on ne bouge pas, malgré les accusations qu'ils ont volé l'argent du Covid, des stades et tout ce que vous connaissez. Miss Cameroun, c'est vrai, c'est une dame, Madame Amougou, qui gère, mais c'est quand même Miss Cameroun, dont derrière il y a le nom Cameroun, et qui va jusqu'à représenter le Cameroun hors du territoire. Moi, je dirais à la jeunesse,
Comme Josiane a été destituée, je dirais carrément à mademoiselle Audrey Béac Moutongo que par solidarité pour la jeunesse, qu'elle refuse cette couronne. Vous savez qu'en 2017, il s'est posé... J'ai dit qu'elle refuse cette couronne. Vous savez qu'en 2017, lorsque Julie Chege a été destituée, la première dauphine a refusé la couronne. On est allé jusqu'à la 4e dauphine. Peut-être Mme Amourova l'a portée elle-même si jamais on ne retrouvait plus une fille qui va l'accepter. Par solidarité. C'est-à-dire que si les concours de beauté au Cameroun sont entachés d'un soupçon de moralité douteuse, mais il faut qu'à un moment donné qu'on arrête. Vous parlez de décision ferme. Mais il faut qu'on arrête. Je dirais donc que par solidarité, toutes les Miss qui ont concouru en 2025, qu'elles refusent cette couronne. Et là, ça va faire un geste fort si on sait vraiment prendre les décisions fermes. Mais monsieur l'abbé, en 2017, première dauphine, deuxième dauphine, enfin, on est allé jusqu'à la 4e, pourtant la 4e a accepté, donc on trouvera toujours quelqu'un qui sera... On peut aller jusqu'à la 10e cette fois-ci. Et je dis à ces jeunes, vraiment, non, il y a eu trop de promesses fallacieuses. Promesses de voiture, j'ai pas eu. Promesses ceci, j'ai pas eu. Promesses, j'ai pas eu. Donc quand je parle de... La Miss dit ne pas avoir... Elle dit avoir d'ailleurs des arriérés de salaire, et elle dit que sa voiture ne lui a pas été vraiment remise. Alors donc il faut faire attention. Je dis donc qu'il y a derrière les concours de beauté ce soupçon de choses qui ne sont pas très claires. S'il faut prendre des décisions fermes, pour moi la décision doit d'abord venir des acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'elles se disent, ok, pour 2025, nous ne portons pas, et puis on fait couronne morte. On ne porte pas la couronne, attends le prochain concours. D'accord, couronne morte pour remettre un peu d'ordre dans le concours de beauté national. Non, moi je voudrais aller un peu plus en profondeur. Bon, d'abord sur les faits. Oui. Cette série d'institutions, là, parce que ce n'est pas la première. Ce n'est pas la première, effectivement. Bon, ça demande à ce qu'on s'interroge sur cette institution. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Bon, maintenant, quand je dis que je vais aller en profondeur, c'est que quelle est même l'opportunité de cette histoire-là, de Miss et tout? Est-ce que ça reflète les valeurs africaine? Est-ce que c'est comme ça que l'Africain valorise la femme? C'est bien d'avoir une Miss et tout. Bon, monsieur l'abbé, je crois que si, comme il semble très au fait de cette histoire de Miss, d'abord, quand tu regardes le déroulement des concours avec des filles totalement dénudées, qui défilent et tout, je ne sais pas si c'est nécessaire. Et si c'est ça... Pardon? Très bien. Ah! Oui, mais je dis donc que ce ne sont pas nos valeurs. Je vous comprends parce que tout à l'heure, vous sembliez vous gargariser de la comparaison entre la dame camerounaise en Bobo et de Fontenay. Bon, oui. Pourquoi? Ce mimétisme-là, aller pousser le mimétisme jusqu'à porter les mêmes chapeaux. Pourquoi? C'est des meilleurs moments. Pourquoi? Non, nous devons un peu prôner l'authenticité aussi. Quand on fait ces choses, nous avons nos valeurs africaines que nous devons respecter. On n'est pas obligé de dénuder les filles et les faire défiler sur des plateaux. Et maintenant, M. Abbé commence à l'insinuer, il doit y avoir plein de choses derrière cela, plein de choses qui se cachent. Je ne veux pas prononcer les mots, comme la prostitution ou le proxénétisme et tout le reste. Il doit y avoir plein de choses qui se cachent derrière cette histoire-là. Donc, ça permet de questionner, ça demande de questionner sur le bien fondé de cela. Et pour finir, bon, maintenant, on s'en empare pour distraire l'opinion par rapport aux vraies choses. Vous voyez, nous sommes sur un plateau. Oui, nous sommes sur un plateau, mais nous sommes en train de parler de destruction de la Miss et tout. C'est vrai, on a parlé des choses beaucoup plus importantes avant. Donc, il faut questionner fondamentalement sur cette institution-là avec tout ce qui se greffe autour. Alors, Samuel Maud, la destitution de la Miss Josiane rappelle d'autres épisodes dans l'histoire du concours national. Miss Cameroun 2002, Agathe Pascaline Nomieux, est destituée. Anne-Lucrèce Depp est destituée en 2009. Julie Chege Ngifak est destituée en 2017. Et en 2025, on a Josiane également qui perd sa couronne. Beaucoup ont appelé à l'intervention justement de la première dame depuis le temps. Pourtant, rien n'est fait pour mettre de l'ordre dans ce concours. Non. Alors, je vais vous surprendre. L'organisation des événements de Miss, c'est une organisation par essence privée. Après, c'est une forme d'organisation. On peut dire, je veux dire... Pourtant, elle représente le Cameroun. Non. On peut évoluer dans un sens où on le met sous la tutelle de l'administration. Mais Miss France, c'est pas du public, hein. C'est une nation privée.
Et d'ailleurs, Fontenay, il perd son chapeau parce qu'une fois que les droits lui ont été rachetés par une société qui veut donner une autre orientation à l'organisation, on pense qu'elle est trop vieille ou alors elle défend des positions qui n'étaient pas des positions qui étaient défendues par la personne qui a racheté les droits. Et donc là également, c'est une organisation privée. Quand vous faites la litanie des gens qui ont été exclus, la question que j'ai envie de poser, pour quelle raison? S'il y a un point de droit qui n'ont pas respecté, des règlements qui n'ont pas respecté, de la convention qui les lie, la loi des partis qui n'ont pas respecté, c'est normal qu'ils puissent être convention qui, selon les ministres, leur représentait au soir de l'élection. Sanctionner quelqu'un, ça sort de l'ordinaire. Non. Une personne à cheval sur l'organisation. Monsieur l'abbé a également dit qu'on sanctionne rapidement quand il s'agit des Miss, mais on doit sanctionner. Et ce n'est pas parce qu'on ne sanctionne pas ailleurs qu'ailleurs qu'on ne doit pas sanctionner. Là où on peut sanctionner pour faire en sorte que l'ordre continue à exister, il faudra sanctionner. Alors, quand tu signes un contrat avec quelqu'un, tu dois le respecter. Après, maintenant, je veux dire, s'il y a des interférents là-dedans qui rentrent, à ce moment, les interférents, on peut les condamner. Mais ne disons pas seulement qu'on a déjà sanctionné 5 personnes, donc ça n'a pas de raison d'être. Et là, d'ailleurs, pourquoi ça fait le va-et-vient entre l'administration et... Donc, en fait, monsieur Samuel Maud, que 4 Miss aient déjà été destituées, la photo Miss, vous n'interrogez pas également ce qui se passe dans le Comica? Je ne connais pas le problème. Je vous dis tout simplement... Mais vous avez semblé accuser de Gaulle et Miss uniquement. Parce que... Ne vous arrêtez pas au nombre d'exclus, de sanctionnés, pour pouvoir dire que le Comica ne fonctionne pas très bien. Si ces gens-là ont été sanctionnés, et d'ailleurs, il a dit tout à l'heure, vous faites une procédure pour pouvoir dire qu'en réalité, moi, j'ai été déçu et vous demandez réparation. C'est fort simple. Après des injustices, il y en aura toujours. Je ne suis pas là. Ils sont même arrivés à voilà. À faire recouvrir son... Non. Ça commence à être n'importe quoi. Il y a une clause de l'omerta dans leur convention. Il y a une clause de l'omerta. Elle ne doit pas révéler le contenu du contrat. Et même devant la justice. J'ai parlé tout à l'heure des filles qui viennent des familles puristes, essentiellement puristes. Puritaines ou puristes? Les deux. D'accord. De bonne moralité. De bonne moralité. Exactement. Alors, donc, une fille qui a été élevée dans des bonnes moralités, elle arrive à un niveau où on lui demande de faire certaines choses pour lesquelles elle n'a pas été préparée, psychologiquement, à un moment donné... Si elles acceptent de parler, vous verrez que c'est pour un mot, c'est pour un article de leur contrat qu'elles partent toujours. Très bien. En tout cas, mais il y a également aussi en France que très souvent on a des cieux de mixtes. Oui. Parce qu'on l'a élu et après on se rend compte que quand on fouille dans son passé, il a fait des photos qui ne pouvaient pas être recommandables. Quel purisme. Si. Quel purisme. Pour des gens qui font défiler les filles en tenue d'expression. Je ne trouve pas un inconvénient. Je ne trouve pas un inconvénient. Même M. l'abbé ne trouve pas un inconvénient. Quand vous allez à la plage, vous voyez bien des femmes qui sont... Ce ne sont pas nos valeurs, vous pensez que c'est bien. Ce qu'on voit à la plage. Mais il n'y a pas de plage en Afrique. Il y a des plages partout. Merci messieurs, merci Xavier Messé, merci d'avoir été avec nous ce dimanche. Je retiens au moins que... d'autres humanités, nous avons marché je retiens que j'avais sur le plateau 3 personnes, parce que lui dit que même M. l'abbé, je retiens sur le plateau que j'avais 3 co-panélistes qui aiment bien voir défiler les filles en maillot de bain. Monsieur l'abbé a dit effectivement que si elle pouvait être plus habillée, monsieur l'abbé l'a dit, ça je l'ai entendu. Voilà. Mais il ne m'est pas interdit d'apprécier ce que Dieu a bien créé. C'est ça. Merci monsieur l'abbé. Merci pour votre invitation. C'est un plateau révolutionnaire. Merci. Et merci également à vous, M. Bédi Moko, d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci Samuel Maud d'être venu. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera à 21h30. Demain lundi lorsqu'il sera à 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bon dimanche à tous. Il a quoi?